Une infirmière des urgences est devenue méfiante lorsqu'un beau-père a amené un enfant de 7 ans présentant des blessures inhabituelles. Lorsque, créant une diversion, elle a demandé au garçon ce qui s'était réellement passé, son chuchotement a glacé le sang dans ses veines. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Les portes de la baie d'ambulance du service des urgences du Mercy General Hospital s'ouvrirent en glissant avec un bourdonnement mécanique, libérant une bouffée d'air frais d'octobre dans le couloir, qu'Hélène Winters avait à peine remarqué. Après 15 ans en tant qu'infirmière aux urgences, le flux constant de température, de bruit et de drames humains était devenu aussi familier que sa propre respiration. La soirée avait apporté le défilé habituel des urgences de Boston. Un ouvrier du bâtiment avec un clou traversant sa paume, une dame âgée atteinte de pneumonie, une étudiante universitaire victime d'une intoxication alcoolique. Tout cela, typique d'une garde du jeudi soir. Hélène remit une mèche de ses cheveux au burn dans son chignon pratique tout en mettant à jour les dossiers des patients au poste infirmier. À 20h47, l'horloge murale indiquait que la nuit était jeune en termes d'urgence. Hélène, nous avons une admission pédiatrique dans la baie 3, un garçon de 7 ans signalé après une chute de vélo, annonça Nancy, l'infirmière de triage, en faisant glisser un dossier préliminaire sur le comptoir. Hélène hocha la tête en prenant le dossier. Les cas pédiatriques déclenchaient toujours en elle une vigilance particulière. Les enfants ne pouvaient pas toujours exprimer leur douleur ou raconter leur histoire avec la précision des adultes. Ils nécessitaient une lecture différente, qui allait au-delà des signes vitaux et des antécédents médicaux. Le rideau de la baie 3 était partiellement tiré. Hélène le tira pour découvrir un petit garçon assis sur la table d'examen, les épaules voûtées, le regard fixé sur le sol carrelé. À côté de lui se tenait un homme d'une trentaine d'années, bien habillé, portant un blazer bleu marine et un pantalon kaki, sa main reposant sur l'épaule du garçon dans ce qui aurait pu paraître comme un geste de réconfort. « Bonjour, je suis l'infirmière Winters », dit Hélène, dirigeant ses mots principalement vers l'enfant avant d'adresser à l'homme un hochement de tête professionnel. « Et vous devez être Tommy ?» Le garçon, Tommy, leva brièvement les yeux, révélant un bleu saisissant qui contrastait avec sa pâleur, puis rebaissa son regard vers le sol. Il ne parla pas. « Oui, c'est Tommy Mills. Je suis Richard Blackwood, son beau-père », intervint l'homme en tendant sa main libre. Sa poignée était ferme, son sourire, maîtrisé, était du genre que les professionnels d'affaires perfectionnent pour les réunions. « Dieu merci, vous nous voyez. » Il a fait une sacrée chute de son nouveau vélo. Hélène sourit chaleureusement à Tommy en posant le dossier. « Ça ne te dérange pas si je jette un œil à l'endroit où tu es blessé ?» demanda-t-elle d'une voix douce. Tommy haussa les épaules, un mouvement à peine perceptible. « Il est un peu timide », expliqua Richard, sa voix portant une note d'excuse teintée de quelque chose d'autre. Peut-être de l'impatience. La blessure principale se situe au niveau de son poignet. Il a atterri dessus avec force lorsqu'il est tombé par-dessus le guidon, mais il a également quelques écorchures sur le dos et les bras. Les garçons et leurs aventures, hein ? Répondit Hélène en maintenant son attitude professionnelle, mais quelque chose dans l'explication de Richard fit lever en elle un signal d'alarme discret. Elle avait entendu d'innombrables histoires de blessures au fil des ans, et il y avait dans son récit une qualité trop répétitive qui semblait discordante. « Quand est-ce arrivé, Tommy ?» demanda-t-elle en dirigeant la question vers le garçon tout en examinant doucement son poignet gauche enflé. Avant que Tommy ne puisse répondre, Richard intervint. « Juste cet après-midi, vers 16h. J'étais au travail et il roulait dans l'allée. Ma femme, Jessica, s'occupe habituellement de lui, mais elle est de garde de nuit à l'hôtel Arborview. Tommy m'a appelé. C'est un garçon intelligent, il savait utiliser le téléphone portable de sa mère, et je suis rentré illico pour l'emmener ici. » Hélène hocha la tête, notant comment Richard répondait pour l'enfant. Elle remarqua aussi le léger sursaut de Tommy lorsque son beau-père mentionna sa mère. « Tommy, je vais devoir vérifier aussi tes autres blessures. Pourrais-tu enlever ta chemise pour que je voie ton dos ?» demanda Hélène en maintenant le contact visuel avec le garçon. Tommy leva les yeux vers Richard, cherchant la permission ou peut-être évaluant la réaction. Richard hocha la tête, mais Hélène aperçut une lueur d'hésitation, une tension traversant son visage avant qu'il ne se redresse en une expression d'encouragement préoccupé. « Vas-y, champion. » L'infirmière avait besoin de tout examiner. Tommy retira lentement son t-shirt à manches longues, révélant un torse bien trop maigre pour un enfant de 7 ans. Mais ce furent les ecchymoses qui attirèrent immédiatement l'attention d'Hélène, des marques jaunes-vert le long de sa cage thoracique qui semblaient dater d'au moins plusieurs jours, et non récentes comme un accident de vélo qui aurait eu lieu quelques heures auparavant.
Sur ses bras supérieurs se trouvaient des marques circulaires qu'Hélène reconnut avec un sentiment de malaise grandissant. Elles ressemblaient à des brûlures de cigarettes à divers stades de guérison. Hélène garda une expression neutre, tandis que ses signaux d'alarme mentaux s'intensifiaient. Le schéma des blessures était incompatible avec une simple chute de vélo. La blessure du poignet elle-même ressemblait à une fracture de coule, courante lors de chute, mais la décoloration suggérait qu'elle était plus ancienne que ce qui était déclaré, peut-être vieille de 2 ou 3 jours plutôt que de quelques heures. Ces ecchymoses semblent provenir d'accidents antérieurs, commenta Hélène d'un ton presque conversationnel en prenant des notes sur le dossier. Tommy a-t-il eu d'autres chutes récemment? Richard déplaça son poids, sa main se posant de nouveau sur l'épaule de Tommy dans ce qui semblait désormais, aux yeux d'Hélène, être un geste de rétention plutôt que de réconfort. C'est un enfant actif, répondit Richard d'un ton lisse. Il grimpe toujours aux arbres, saute de partout. La semaine dernière, il est tombé de la balançoire. Je ne cesse de dire à Jessica qu'il faudrait le surveiller de plus près, mais vous savez comment sont les garçons, intrépides. Tommy resta silencieux, mais Hélène remarqua ses doigts crispés sur le bord de la table d'examen, les jointures blanchies. « Tommy, est-ce que ton poignet te fait très mal ?» demanda Hélène en palpant délicatement la zone enflée. Tommy hocha la tête, toujours sans parler. Il ne s'est pas plaint beaucoup. « Ce petit gars coriace, je pense qu'il va falloir faire une radio, intervint Richard. Et le docteur Cooper voudra aussi l'examiner, ajouta Hélène. Elle se tourna vers Tommy avec un sourire chaleureux. Tu es très courageux. Penses-tu pouvoir répondre à quelques questions pendant que nous attendons le docteur? Nous sommes déjà ici depuis plus d'1 heure, dit Richard en regardant sa montre coûteuse avec un froncement de sourcils. La radio est vraiment nécessaire? Je veux dire, il semble clairement foulé. Peut-être qu'une attelle suffirait. Il faut écarter la possibilité d'une fracture, expliqua Hélène en notant la résistance de Richard. S'il est cassé et mal remis en place, il pourrait mal guérir. Richard soupira, cédant avec une réticence visible. Très bien, mais essayons d'accélérer les choses. J'ai des réunions tôt demain. Je ferai de mon mieux, la rassura Hélène, puis se tourna de nouveau vers Tommy. Tommy, est-ce que tu vas à l'école? Tommy hocha la tête. En quelle classe es-tu? En 2e, murmura-t-il si doucement qu'Hélène dut se pencher pour l'entendre. Et est-ce que tu aimes l'école? Un haussement d'épaule. Ta prof dit que tu es très brillant, intervint Richard. Mais parfois, tu ne te donnes pas beaucoup de mal, n'est-ce pas? Tommy hocha la tête, mais le geste semblait mécanique. Hélène poursuivit son examen, notant d'autres incohérences. Il n'y avait aucune abrasion sur les paumes, ce qui aurait été attendu s'il avait tenté de se protéger lors d'une chute. Les écorchures sur son dos se trouvaient dans des zones peu susceptibles d'être blessées dans un accident de vélo. Ce qui m'inquiète le plus, c'est une ecchymose en forme d'empreinte de main, partiellement visible sur son bras supérieur, émergeant de sous sa manche. Je vais maintenant prendre tes signes vitaux, Tommy, dit Hélène en enroulant un brassard de tensiomètre autour de son petit bras. En se penchant, elle chuchota très doucement, tu es en sécurité ici, Tommy. Ses yeux se posèrent sur les siens, une lueur d'espoir, peut-être, avant de se voiler de nouveau de peur. Hélène nota sa tension artérielle et son pouls, tous deux élevés, ce qui pouvait s'expliquer par la douleur mais aussi par le stress. Elle devait créer une opportunité de parler seule avec Tommy, mais la présence insistante de Richard rendait cela difficile. Monsieur Blackwood, nous allons devoir remplir quelques papiers supplémentaires car c'est la première visite de Tommy à nos urgences, inventa Hélène d'un ton fluide. Pourriez-vous vous diriger vers le bureau d'enregistrement? Nancy va vous aider avec les formulaires. Je resterai avec Tommy en attendant le docteur Cooper. Richard hésita, puis hocha la tête. Bien sûr, dit-il. Il se tourna vers Tommy, sa voix baissant en un ton contenant un avertissement subtil. Sois sage pour l'infirmière, Tommy. Je reviens tout de suite. Dès que Richard s'éloigna, Hélène remarqua les épaules de Tommy s'affaisser légèrement, comme soulagée d'un poids invisible. Elle se mit à préparer l'examen du médecin, donnant à Tommy un moment pour s'ajuster à l'absence de son beau-père. Tommy, dit-elle doucement en se positionnant pour voir si Richard revenait, es-tu vraiment tombé de ton vélo aujourd'hui? Tommy fixa ses mains, immobile. Ce n'est pas grave si c'est le cas, poursuivit Hélène d'une voix douce, mais si autre chose s'est passé, tu peux me le dire. Mon travail est d'aider les enfants à se sentir mieux, et parfois cela signifie découvrir ce qui les a vraiment blessés. Tommy jeta un coup d'œil vers le rideau pour chercher Richard. Il est toujours en train de faire des papiers, le rassura TL. Pour l'instant, c'est juste toi et moi. Après un long moment, Tommy leva les yeux pour croiser ceux d'Hélène.
Ils étaient emplis d'une lassitude qu'aucun enfant de 7 ans ne devrait avoir. « Je n'ai pas de vélo », murmura-t-il à peine audible. Hélène sentit son cœur se serrer. « Peux-tu me dire ce qui est arrivé à ton poignet, Tommy ?» demanda-t-elle. Tommy, avala difficilement le garçon. Il s'est fâché parce que j'ai renversé du jus sur ses papiers d'ordinateur. Ton beau-père, Richard, fit-il avec un léger hochement de tête. Et ton dos, les marques sur ton dos et sur tes bras? Les yeux de Tommy se remplirent de larmes. D'autres fois, quand je fais des bêtises, sa voix trembla. S'il te plaît, ne lui dis pas que je t'ai dit, dit-il. Il sanglota, une larme glissant sur sa joue pâle. Qu'est-ce qu'il a dit, Tommy? Incita doucement Hélène, luttant pour garder sa voix stable malgré la froide colère qui montait en elle. Il a dit qu'il ferait du mal à maman si je le disais. Il me verrouille au sous-sol quand je fais des bêtises. Parfois, pendant des jours, la voix de Tommy se brisa. S'il te plaît, ne lui dis pas que je t'ai dit. Hélène entendit des pas approcher et serra rapidement la main de Tommy. Tu es très courageux de m'avoir dit ça, Tommy. Je ne laisserai plus jamais qu'il te fasse de mal. Le docteur James Cooper, un vétéran des urgences aux cheveux poivre et sel et aux yeux bienveillants, entra juste au moment où Richard revenait. Hélène lança au médecin un regard significatif, exprimant le besoin de parler en privé. Monsieur Blackwood, je suis le docteur Cooper. Examinons notre jeune patient, dit-il en serrant la main de Richard avant de se tourner vers Tommy. Bonjour, Tommy. L'infirmière Winters m'a dit que tu avais eu un accident. Pendant que le docteur Cooper débutait son examen, Hélène s'excusa ostensiblement pour aller organiser la radiographie. Une fois hors du rideau, elle se précipita vers le poste infirmier où elle appela Mia Patel, la travailleuse sociale de l'hôpital de service. Des années à traiter des cas présumés d'abus lui avaient bien appris les protocoles. Mia, c'est Hélène aux urgences. J'ai besoin de toi pour un cas présumé de maltraitance sur un enfant dans la baie 3, un garçon de 7 ans. Plusieurs blessures suspectes, incompatibles avec la cause rapportée, et il vient de révéler des abus physiques de la part de son beau-père, qui est présent. Je descends tout de suite, répondit Mia. As-tu documenté le tout? Je m'en occupe maintenant. J'ai aussi besoin de vérifier s'il y a eu d'autres visites aux urgences pour cet enfant. Son nom est Tommy Mills, 7 ans. Je vais contacter les services de protection de l'enfance et alerter la sécurité pour qu'il reste en attente discrètement. Merci, Mia. Le beau-père commençait à devenir agité à cause du temps que nous prenions. Nous devrons le gérer avec soin, conclut Hélène, mettant fin à l'appel et mettant rapidement à jour le dossier de Tommy avec sa révélation, en ajoutant des notes détaillées sur le schéma et l'ancienneté de ses blessures. Elle joignit les photos prises lors de son examen, s'assurant qu'elles montraient clairement la discordance entre le mécanisme de blessure déclaré et la présentation réelle. De retour dans la baie 3, le docteur Cooper achevait son examen. Comme Hélène, il avait reconnu les signes d'un potentiel abus et gardé une attitude professionnelle tout en recueillant davantage de preuves. Nous aurons certainement besoin de cette radiographie, déclara le docteur Cooper en échangeant un regard avec Hélène, et j'aimerais faire quelques tests supplémentaires pour être complet. Richard se déplaça d'un air impatient. Tout cela est-il vraiment nécessaire? Nous sommes déjà ici depuis près de 2 heures. C'est la procédure standard pour les blessures pédiatriques, répondit calmement le docteur Cooper. Nous voulons nous assurer de ne rien manquer qui pourrait causer des problèmes par la suite. Hélène s'approcha de Tommy avec une petite tasse de jus et un biscuit Graham. Je me suis dit que tu aurais peut-être faim, Tommy. Cela pourrait prendre un peu plus de temps. Merci, murmura Tommy en acceptant le goûter avec sa main non blessée. Richard regarda à nouveau sa montre, sa façade de patience s'effritant. Écoutez, je comprends que vous ayez des procédures, mais cela me semble excessif pour une simple foulure. A-t-il quelqu'un avec qui je puisse parler pour accélérer cela? Monsieur Blackwood, dit fermement le docteur Cooper, je comprends votre frustration, mais je dois être minutieux dans l'examen de Tommy. Les blessures chez les enfants peuvent être plus complexes qu'elles ne paraissent au premier abord. Pendant qu'il parlait, Hélène vit Mia Patel apparaître au poste infirmier en hochant légèrement la tête pour indiquer qu'elle était arrivée et qu'elle avait contacté le CPS. Hélène vit aussi 2 agents de sécurité de l'hôpital prendre position à proximité, affichant une apparence décontractée tout en restant prêt à intervenir si nécessaire. Monsieur Blackwood, dit Hélène, pendant que nous attendons l'équipe de radiographie, peut-être pourriez-vous nous aider à compléter l'histoire médicale de Tommy? Le docteur Cooper a besoin d'informations supplémentaires. J'ai déjà donné son historique à 3 personnes différentes, répliqua Richard d'un ton qui se fit plus acerbe. Juste quelques questions spécifiques, intervint le docteur Cooper d'une voix lisse.
Si nous pouvions nous rendre dans la salle de consultation, ce serait utile. L'infirmière Winters restera avec Tommy. Richard hésita, jetant un regard à Tommy, une expression qui fit légèrement se recroqueviller le garçon. Cela ne prendra que quelques minutes, assura le docteur Cooper en désignant la petite salle de consultation de l'autre côté du couloir. Après un moment de silence, Richard hocha la tête. Très bien, Tommy, sois sage. Je reviens tout de suite. Dès que Richard partit avec le docteur Cooper, Hélène se rapprocha de Tommy. Mia Patel entra dans la baie en se présentant discrètement auprès de Tommy. Tommy, voici Madame Patel. Elle est là pour nous aider à nous assurer que tu es en sécurité. Tommy regarda entre eux, la peur et la confusion se disputant sur son visage. Est-ce qu'il va être fâché? Tu n'as plus à t'en inquiéter maintenant, le rassura Hélène, prenant soin de ne pas faire de promesses qu'elle ne pourrait tenir, mais déterminée à protéger cet enfant. Peux-tu me raconter ce que tu m'as dit sur ce qui t'est réellement arrivé? Demanda Mia. Tommy hésita, puis regarda vers la salle de consultation où son beau-père était assis, le dos tourné. Il ne peut pas t'entendre, rassura doucement Mia, et tu n'as aucun problème. Nous voulons juste comprendre ce qui s'est passé pour pouvoir t'aider. Tommy prit une respiration tremblante, ses petits doigts tordant l'ourlet de sa chemise. Il leva les yeux vers Hélène, cherchant du réconfort. Elle hocha la tête pour l'encourager et, à cet instant, quelque chose sembla changer dans son expression, une fragile confiance se formant, peut-être la première qu'il avait ressentie depuis longtemps. Il m'a tiré le bras, commença-t-il à peine audible, parce que j'ai renversé du jus sur ses papiers de travail. Il ajouta, je l'ai fait exprès, mais non, ce n'était pas intentionnel, c'était un accident. Alors que Tommy commençait à révéler la vérité, Hélène se plaça de façon à bloquer sa vue du couloir, créant ainsi une barrière protectrice entre ce petit garçon courageux et l'homme qui l'avait terrorisé. Dehors, elle savait que le système qu'elle avait mis en place était en marche. Les travailleurs du CPS étaient en route, la police avait été notifiée, et le docteur Cooper occupait Richard. Pour l'instant, son univers se réduisait à cette baie d'examen, à cet enfant au visage pâle et aux yeux bleus envoûtants qui avait trouvé le courage de murmurer sa vérité. Dans la fluorescence stérile des urgences, ce murmure avait le pouvoir de tout changer. La présence de Mia Patel apportait une autorité discrète à la baie 3. Avec son blazer impeccable et ses yeux compatissants, elle représentait le pont entre l'intervention médicale et la protection légale, un rôle qu'elle exerçait depuis plus d'une décennie au Merci Général. Elle tira un petit tabouret près de la table d'examen où Tommy était assis, se plaçant à hauteur de ses yeux. « Tommy, j'aimerais prendre quelques notes pendant que nous parlons, si cela te convient, » expliqua-t-elle d'une voix douce mais déterminée. Les enfants que j'ai rencontrés réagissent mieux à l'honnêteté qu'à de fausses assurances. Tommy jeta à nouveau un coup d'œil vers la salle de consultation où Richard était assis avec le docteur Cooper. Les voix des adultes n'étaient qu'un murmure étouffé à travers la vitre. Hélène se déplaça légèrement pour bloquer sa vue. « Il ne peut pas te voir non plus, le rassura-t-elle. Tommy hocha la tête en direction de Mia, un mouvement à peine perceptible. Ses jointures restaient blanches là où il serrait le bord de la table d'examen, son poignet blessé étant protégé contre sa poitrine. « Peux-tu me dire ce qui se passe lorsque ton beau-père se met en colère ?» demanda Mia, son stylo en alerte au-dessus de son carnet. Tommy avala difficilement. « Il dit que j'ai besoin de discipline. » Les mots sonnaient étrangement dans sa voix juvénile, manifestement empruntés au langage des adultes. « Quand je casse les règles ou fais du bruit pendant qu'il travaille, que se passe-t-il quand il te discipline ?» Le regard de Tommy se détourna vers le sol. « Parfois, il utilise sa ceinture ou me fait rester dans un coin pendant des heures, ou encore il me met au sous-sol, dit-il. » Mia reprit doucement, « Le sous-sol. Il fait froid là-dedans et c'est sombre. Il y a juste une petite fenêtre en hauteur et des araignées. » La respiration de Tommy s'accéléra. « Parfois, il me laisse là toute la nuit. Une fois, ça a duré 2 jours entiers. Je pense que j'ai dû utiliser un seau pour faire mes besoins. » Hélène sentit une froide colère monter en elle, mais garda une expression strictement professionnelle. Elle avait vu de nombreux cas d'abus au fil des ans. Chacun d'eux éveillait en elle cette même fureur protectrice, mais son expérience lui avait appris à la canaliser en actions méthodiques plutôt qu'en réactions émotionnelles. « Est-ce que ta maman est au courant de cela ?» demanda Mia. Le visage de Tommy se plissa légèrement. « Elle essaie de m'en empêcher parfois, mais ensuite, il me fait du mal aussi. » Il leva les yeux vers Hélène, effrayé. Il a dit que si je le disais à quelqu'un, il ferait tellement de mal à maman qu'elle devrait aller à l'hôpital, et ensuite je finirais en famille d'accueil où les enfants se font encore plus mal. Mia prit des notes,
son stylo glissant régulièrement sur la page malgré l'horreur de ce qu'elle consignait. Est-ce que ton beau-père t'a déjà fait d'autres choses, des choses difficiles à évoquer? Tommy sembla d'abord confus, puis secoua la tête. Il me laisse parfois au sous-sol, et parfois, il ne me laisse même pas manger si je suis méchant. Hélène et Mia échangèrent un regard. L'abus sexuel accompagne souvent l'abus physique, mais la réponse de Tommy semblait sincère. C'était une petite clémence dans une situation par ailleurs sombre. Quand est-ce que ton poignet s'est blessé, Tommy? Demanda Hélène. C'était aujourd'hui? Tommy secoua la tête. Lundi. Il s'est fâché parce que je n'avais pas fini mes devoirs avant qu'il rentre du travail. Ça fait 3 jours, nota Hélène. Une autre confirmation que l'histoire de Richard était fabriquée. Ça te fait mal depuis tout ce temps? Tommy hocha la tête. Maman voulait m'emmener chez le docteur hier, mais il a dit que j'allais bien. Mia poursuivit son questionnement doux, établissant une chronologie des abus qui remontait à l'entrée de Richard dans la vie de Tommy, il y a 2 ans. Pendant qu'il parlait, Hélène gardait un œil attentif sur la salle de consultation où le docteur Cooper était encore engagé en conversation avec Richard. À travers la vitre, elle pouvait voir l'agitation grandissante de Richard, regardant sa montre et gesticulant avec insistance. « Hélène, dit le docteur Cooper, tu as été très courageuse de nous dire la vérité. Nous allons nous assurer que tu restes en sécurité maintenant. » Les yeux de Tommy s'écarquillèrent, mêlant espoir et peur. « Qu'est-ce qui va se passer ?» Avant même qu'Hélène ne puisse répondre, les portes du service des urgences s'ouvrirent, laissant entrer une rafale d'air froid de la nuit et une femme paniquée d'une trentaine d'années. Ses cheveux blonds étaient hâtivement tirés en arrière, son manteau boutonné de manière désordonnée, comme si elle s'était habillée à la hâte. Ses yeux parcoururent frénétiquement la salle d'attente avant qu'elle n'approche du comptoir de réception. « Jessica ?» Tommy chuchota en apercevant sa mère. Hélène ressentit un mélange de soulagement et d'appréhension. L'arrivée de la mère compliquait la situation, mais pouvait aussi fournir des informations cruciales. « C'est ta mère ?» demanda-t-elle. Tommy hocha la tête, ses yeux ne quittant pas Jessica alors qu'elle s'adressait d'une voix pressée à l'infirmière de la réception, qui désigna la bête-roi. Lorsque Jessica se retourna et vit Tommy, son visage s'illumina de soulagement. Elle se précipita vers lui, inconsciente de la présence d'Hélène et de Mia, jusqu'à ce qu'elle soit presque au chevet. « Tommy, oh mon Dieu, ça va? Je suis rentrée et le voisin a dit, Richard t'a amené à l'hôpital. » Elle s'interrompit, réalisant enfin la présence des 2 femmes. Sa main se porta à sa bouche en voyant le poignet de Tommy. Avant que Tommy ne puisse parler, le regard de Jessica se posa sur les ecchymoses visibles sur son torse, là où son t-shirt était encore enlevé. Quelque chose changea dans son expression. Une étincelle de reconnaissance fut rapidement remplacée par une inquiétude feutrée. « Tu es tombé de ton vélo, mon chéri ?» demanda-t-elle. « Richard m'a laissé un message à propos de ton vélo, dit-elle d'un ton maîtrisé. » La manière calculée de poser la question en disait long à Hélène. Jessica faisait partie de la dissimulation, que ce soit par peur, par contrainte ou par un mélange complexe des deux, qui caractérise souvent les relations abusives. « Madame Mills, dit Hélène, je suis l'infirmière Winters. Voici Mia Patel, notre travailleuse sociale. » La posture de Jessica se raidit immédiatement, ses yeux, d'un bleu saisissant comme ceux de Tommy, s'écarquillèrent d'alarme. « Travailleuse sociale ?» répéta-t-elle, sa voix s'élevant légèrement. « Pourquoi dirais-tu que Tommy a eu un accident alors qu'il n'en a pas eu ?» Jessica jeta un coup d'œil vers la salle de consultation où elle avait aperçu Richard. « Il est parti, déclara-t-elle, Richard m'a laissé un message à propos de ton vélo. » La façon dont la question était posée révéla tout à Hélène. « Madame Mills, dit-elle, la fracture du poignet de Tommy est au moins vieille de 3 jours, et ce n'est pas d'aujourd'hui, et il y a d'autres blessures, des brûlures de cigarettes, des marques de ceinture, qui ne pourraient pas provenir d'une chute de vélo. » Le visage de Jessica pâlit, mais elle maintint son déni. « Vous vous trompez, dit Richard, je n'ai pas de vélo. » Tommy intervint doucement. « Maman, je leur ai dit. » Jessica se figea, son regard se verrouillant avec celui de son fils. Un silence non dit passa entre eux, comme la reconnaissance que la façade soigneusement entretenue était en train de s'effriter. La peur traversa son visage, suivie d'une cascade d'autres émotions, honte, culpabilité, en dessous, une lueur de soulagement. « Jessica, dit Mia, Tommy nous a parlé du sous-sol, des punitions, de la façon dont Richard vous fait du mal à tous les deux. » Les mains de Jessica commencèrent à trembler. « Vous ne comprenez pas, murmura-t-elle, vous ne pouvez pas.
Nous pouvons vous aider tous les deux, affirma fermement Hélène, mais nous avons besoin que vous soyez honnête avec nous. Jessica s'assit sur le bord de la table d'examen à côté de Tommy, sa contenance se fissurant. Presque inconsciemment, elle releva le col de sa blouse, mais pas avant qu'Hélène ne remarque les ecchymoses pourpres et jaunes sur sa clavicule. « Depuis combien de temps te fait-il mal, Jessica » demanda doucement Hélène. Les yeux de Jessica se remplirent de larmes. « Ce n'était pas censé être comme ça, murmura-t-elle. Au début, il était si bon avec nous. Le père de Tommy est parti quand j'étais enceinte et nous étions en difficulté. Richard semblait être un miracle. J'ai essayé de l'arrêter une fois que j'ai réalisé qui il était vraiment, mais il contrôlait tout, notre argent, où nous allions, à qui nous parlions. Quand a-t-il commencé à te faire du mal ? Demanda Mia. Il y a environ 1 an, j'ai essayé de l'arrêter. Je te jure que j'ai essayé, la voix de Jessica se brisa. Mais il m'a dit que si j'essayais de partir, il nous retrouverait. Il a dit qu'il me tuerait et que Tommy finirait dans le système. Elle leva les yeux vers Hélène, la peur nue dans son regard. Ma sœur a essayé de nous aider à partir il y a 6 mois. Il nous a retrouvés chez elle, nous a traînés de force et lui a cassé le bras. Après ça, je n'ai plus osé essayer. T'a-t-il fait du mal ce soir ? Demanda Hélène, notant les mouvements rigides de Jessica. Jessica hésita, puis hocha légèrement la tête. Lorsqu'il a appelé pour emmener Tommy à l'hôpital, je n'étais pas au travail comme il t'a dit. Il ne me laisse plus travailler. J'étais à la maison et je voulais l'accompagner, mais il a dit non. Lorsqu'elle insista, il fit un geste vague vers ses côtes. Il a dit qu'il s'occuperait de ça, qu'il inventerait une histoire. Il le fait toujours. Pendant qu'il parlait, Hélène remarqua que le docteur Cooper s'était déplacé pour se placer entre Richard et le rideau de la baie, bloquant efficacement sa vue. Les agents de sécurité avaient eux aussi modifié leur position en se rapprochant de la salle de consultation. À travers la vitre, elle pouvait voir Richard devenir de plus en plus animé, pointant du doigt la baie 3 et vérifiant sans cesse sa montre. « Jessica, dit Mia, nous avons contacté les services de protection de l'enfance. Ils sont en route. Vu ce que Tommy a révélé et ce que nous constatons, ils recommanderont probablement une garde de protection d'urgence. » Une panique soudaine traversa le visage de Jessica. « Vous allez emmener Tommy, et pas vous » clarifia Mia. « L'objectif serait de vous placer toutes les deux dans un refuge d'urgence ce soir, loin de Richard, en attendant qu'une ordonnance de protection soit établie. Il nous retrouvera, murmura Jessica, la peur palpable dans sa voix. Pas cette fois, assura Hélène. La police a aussi été appelée. Avec ton témoignage, celui de Tommy et les preuves médicales, il y a suffisamment d'éléments pour arrêter Richard ce soir. La respiration de Jessica s'accéléra, presque au point d'hyperventilation. Vous ne comprenez pas. Il a des amis dans le département. Il est conseiller financier pour la moitié du fonds de pension de la police. C'est pourquoi je n'ai jamais signalé, jamais appelé, expliqua-t-elle. Mia posa une main apaisante sur le bras de Jessica. Je sais que c'est accablant, mais pour l'instant, j'ai besoin que tu te concentres sur Tommy et sur toi. Accepterais-tu que nous photographions aussi tes blessures ? Cela renforcera le dossier. Jessica regarda Tommy, qui la fixait avec un mélange de peur et d'espoir. À cet instant, Hélène pouvait presque discerner dans le regard de Jessica le calcul mental pesant des années de terreur contre la fragile possibilité d'une échappatoire. « D'accord, murmura-t-elle, semblant puiser dans toutes ses ressources de courage. Mais tu ne peux pas le laisser s'approcher de Tommy, pas une seule seconde. Je te le promets, dit Hélène, avec toute la conviction de ses fibres. Pendant que Mia emmenait Jessica dans une salle d'examen privée pour documenter ses blessures, Hélène resta auprès de Tommy. À travers la paroi vitrée de la salle de consultation, elle put voir que la tension chez Richard atteignait son paroxysme. Il se tenait debout, sa voix suffisamment haute pour que des fragments étouffés se fassent entendre dans le service. Le docteur Cooper, expérimenté dans la gestion des situations difficiles, conservait son calme professionnel, mais Hélène voyait bien la tension dans sa posture. « Est-ce que ma mère va aller bien ?» demanda Tommy, observant la même scène. « Oui, répondit Hélène en espérant que c'était vrai. Mademoiselle Patel l'est dans ce moment, et bientôt, des intervenants d'une agence appelée Service de protection de l'enfance viendront s'assurer que vous êtes toutes les deux en sécurité, loin de Richard. » Oui, loin de Richard, murmura Tommy, son petit visage se durcissant. Ne t'inquiète pas pour cela, dit Hélène, bien qu'elle fût elle-même préoccupée. Le comportement de Richard, qui devenait de plus en plus agressif, montrait qu'il se rendait compte que son contrôle lui échappait. Les hommes comme Richard, savait-elle par expérience,
deviennent les plus dangereux lorsqu'ils sentent leur pouvoir menacé. Elle était sur le point de proposer une diversion lorsque la porte de la salle de consultation s'ouvrit brusquement. Richard sortit en trombe, suivi de près par le docteur Cooper. Un agent de sécurité se redressa, alerte face à ce mouvement soudain. « Assez de ces histoires », annonça Richard d'une voix qui se propagea dans tout le service. « Nous sommes ici depuis près de 3 heures pour une simple entorse. Je ramène mon beau-fils à la maison. » Il se dirigea vers la baie 3, l'expression menaçante. « Monsieur Blackwood, nous n'avons pas encore terminé l'examen de Tommy », déclara fermement Hélène, maintenant son professionnalisme malgré l'alarme qui battait en elle. « Tommy ne peut pas partir pour l'instant. Nous attendons encore les résultats de la radiographie, et il y a d'autres préoccupations à traiter. » Richard s'approcha, dominant Hélène par sa taille. Elle sentit l'odeur d'un parfum onéreux mêlé à celle plus forte de la sueur. Sa voix se fit menaçante. « Écoutez-moi bien. C'est mon beau-fils. Je l'ai amené pour traitement, et vous n'avez pas assuré un suivi en temps utile. Maintenant, je le ramène à la maison. Si vous essayez de m'en empêcher, j'entraînerai cet hôpital dans une action en justice avant même que le deuil ne commence. » Avant qu'Hélène ne puisse répondre, le rideau derrière elle bougea. Jessica apparut, suivant Mia, et Richard tourna son attention vers sa femme, son expression passant de la colère à quelque chose de plus calculateur. « Jessica, c'est bien, tu es là. Aide Tommy à se rhabiller. Nous quittons cet endroit, » ordonna Richard. Jessica tressaillit face à cet ordre, réaction forgée par des années de conditionnement. Mais soudain, quelque chose d'inattendu se produisit. Elle redressa les épaules et se plaça aux côtés d'Hélène, se mettant entre Richard et Tommy. « Non. Richard, dit-elle, la voix tremblante mais résolue, nous ne partirons pas avec toi. » Le silence qui suivit fut électrique. Richard fixa Jessica comme si elle s'était soudainement mise à parler une langue inconnue. Puis son expression s'assombrit davantage. « Qu'est-ce que tu viens de me dire ?» demanda-t-il d'une voix dangereusement douce. « J'ai dit non. » La voix de Jessica s'affermit à chaque mot. « Ils savent, Richard. Ils savent pour le poignet de Tommy, pour le sous-sol, pour tout. » L'espace d'un instant, le masque de Richard se fissura complètement, révélant une fureur si brute que tout le monde alentour se tendit. Puis, aussi vite qu'elle était apparue, cette fureur disparut, remplacée par un calme encore plus effrayant que la rage. « Je ne vois pas de quoi tu parles, » dit-il d'un ton égal. Tommy est tombé de son vélo. « Jessica, tu es clairement hystérique. Discutons à la maison. » Monsieur Blackwood, intervint Mia, les services de protection de l'enfance ont été contactés en raison de soupçons de maltraitance potentielle. Ils ont demandé que Tommy reste à l'hôpital jusqu'à leur arrivée. Le regard de Richard se tourna brusquement vers elle. Sur la base de quoi? L'imagination d'un enfant trop fatigué ou de ma femme émotionnellement instable. Il se tourna vers le docteur Cooper. Docteur, vous reconnaissez sûrement un cas d'aliénation parentale quand vous en voyez un. Jessica et moi rencontrons quelques difficultés conjugales. Elle se sert clairement de Tommy pour me punir. Les preuves médicales ne valident pas votre explication des blessures de Tommy, répondit fermement le docteur Cooper. Le type de fracture et l'ancienneté des ecchymoses ne correspondent pas à un accident de vélo survenu aujourd'hui. Un muscle se contracta dans la mâchoire de Richard. Hélène pouvait presque le voir recalculer, cherchant une autre stratégie d'attaque. Très bien, dit-il après un instant. Faites vos radios, terminez votre examen, mais je vais rester ici avec mon beau-fils. Il posa sur Jessica un regard qui la fit reculer légèrement. Et ensuite, nous rentrerons tous ensemble pour régler cette histoire en famille. La menace implicite de ces mots resta en suspens. Hélène échangea un regard avec Mia et le docteur Cooper, un échange silencieux se faisant entre eux. Il fallait retenir Richard jusqu'à l'arrivée de la police et des services de protection de l'enfance. Monsieur Blackwood, reprit le docteur Cooper, même si vous êtes libre de rester, je dois vous demander d'attendre dans la salle d'attente. C'est la politique de l'hôpital, le nombre de personnes autorisées dans les boxes d'examen est limité. C'est mon beau-fils, rétorqua Richard, et ma femme. J'ai tous les droits. Monsieur, l'interrompit une voix grave. Un agent de sécurité s'était approché, imposant et rassurant à la fois. Je vais devoir vous demander de retourner dans la salle d'attente, comme l'a demandé le médecin. Richard regarda successivement l'agent, le docteur Cooper, puis Jessica et Tommy. Son visage trahissait un calcul, comme s'il pesait le pour et le contre. Finalement, il hocha la tête, reprenant son attitude de businessman, rechaussant son masque de courtoisie. «
Bien sûr. Je comprends les protocoles de l'hôpital. Je serai juste à côté, Jessica. Son ton contenait un avertissement. Ne fais rien que tu pourrais regretter. Alors que Richard retournait à contre-cœur dans la salle d'attente, escorté par l'agent de sécurité, Hélène remarqua sa main qui glissait dans sa poche. Il en sortit son téléphone et se mit à taper rapidement, le visage fermé. Un nouveau frisson d'inquiétude la traversa. Contactait-il quelqu'un? Un avocat? Ou, plus inquiétant encore, un de ses contacts dans la police dont Jessica avait parlé? Il appelle quelqu'un, murmura Jessica, ayant remarqué la même chose. Il a toujours un plan B. Toujours. Avant qu'Hélène puisse répondre, les portes du service des urgences s'ouvrirent à nouveau. 2 personnes entrèrent, une femme d'une quarantaine d'années, coupe de cheveux pratique, portfolio en cuir sous le bras, accompagnée d'un homme plus jeune vêtu d'une chemise boutonnée et d'un pantalon kaki. Ils s'approchèrent du poste infirmier, présentèrent leurs papiers et furent dirigés vers le box 3. Les services de protection de l'enfance, souffla Mia, reconnaissant le duo. Laisse-moi gérer le premier contact. Tandis que Mia partait informer les agents du service social, Hélène resta auprès de Jessica et Tommy. Le garçon était de plus en plus pâle, submergé par le chaos autour de lui. Hélène vérifia à nouveau ses signes vitaux, inquiète de l'impact que ce stress pouvait avoir sur lui. « Et si on te rendait un peu plus confortable ?» proposa-t-elle en ajustant le lit d'examen en position semi-inclinée. « Tu es resté assis longtemps. » Tommy hocha la tête avec reconnaissance, s'appuyant en arrière tandis qu'Hélène glissait un oreiller derrière lui. Jessica restait près de lui, visiblement partagée entre le besoin de veiller sur son fils et celui de garder un œil sur Richard dans la salle d'attente. « Il n'abandonnera pas, » dit-elle à voix basse à Hélène. « Tu ne le connais pas comme moi. Il trouvera un moyen de tourner la situation, de me faire passer pour la folle. Il l'a déjà fait. » Les preuves médicales sont claires, la rassura Hélène. « Et le témoignage de Tommy ? » Peut être remis en cause, interrompit Jessica. Il dira que j'ai influencé Tommy, que je le monte contre son beau-père. Il est le conseiller financier de la moitié des juges du comté. Quand il parle, on l'écoute. La peur dans la voix de Jessica était si brute, si viscérale, qu'Hélène ne pouvait l'ignorer. Au fil des années passées aux urgences, elle avait vu à quel point les systèmes censés protéger les plus vulnérables pouvaient faillir, comment des agresseurs fortunés et influents savaient en tirer parti. « Jessica, » dit Hélène en posant doucement une main sur le bras de la jeune femme effrayée, « je te crois. Le docteur Cooper te croit. Nous ferons en sorte que ta voix soit entendue. » Les yeux de Jessica, semblables à ceux de Tommy, se remplirent de larmes. « Tu le promets ?» Avant qu'Hélène ne puisse répondre, des voix élevées se firent entendre depuis la salle d'attente. Richard discutait avec quelqu'un qui venait d'arriver, un homme en civil dont la posture trahissait indéniablement qu'il était policier. L'homme tapa amicalement sur l'épaule de Richard, geste familier. Le visage de Jessica se décomposa. « C'est le détective Harmon, » chuchota-t-elle. « C'est son partenaire de golf. Je t'avais dit qu'il avait des amis dans la police. » D'un autre côté de la salle, Mia et les travailleurs sociaux remarquèrent aussi le nouvel arrivant. La femme plus âgée du service social se dirigeait déjà vers le détective, l'air résolu. Le docteur Cooper la rejoignit, formant un front commun. Hélène observa à distance le bras de fer silencieux qui s'engageait dans la salle d'attente, Richard et son allié policier d'un côté, les travailleurs sociaux et le docteur Cooper de l'autre. Des mots furent échangés, des cartes professionnelles montrées, des protocoles rappelés. Avec l'arrivée du détective, la confiance de Richard semble grandir. Son attitude reprit celle d'un homme certain qu'il allait reprendre le dessus. « Il va encore gagner », murmura Jessica en regardant la scène. « Il gagne toujours. » À cet instant, Hélène prit sa décision. Elle avait suivi le protocole, fait remonter l'information, documenté les preuves, mais elle savait que les systèmes pouvaient échouer, surtout quand quelqu'un d'influent les manipulait. Parfois, il fallait aller plus loin pour protéger un enfant. « Jessica, » dit-elle doucement, « y a-t-il quelqu'un en qui tu as totalement confiance? Quelqu'un que Richard ne connaît pas ou à qui il ne penserait pas ?» Jessica réfléchit. « Ma colocataire de fac, Diane. Elle habite dans le Vermont maintenant. Richard ne l'a jamais rencontrée. On a repris contact sur les réseaux sociaux l'année dernière, mais je ne lui en ai jamais parlé. Elle a son propre logement? Pourrait-elle t'héberger temporairement? » La compréhension illumina peu à peu le visage de Jessica. « Tu penses qu'on devrait fuir? » « Pas fuir, » corrigea Hélène. « Déménager en lieu sûr pendant que la procédure légale suit son cours. »
Mon frère est avocat spécialisé dans les affaires de violence domestique. Il a déjà organisé des relocalisations d'urgence, de façon tout à fait légale et protégée. Un bref espoir brilla dans les yeux de Jessica, vite suivi d'un doute. Mais ils vont nous surveiller. Richard, le détective, ils ne nous laisseront pas partir comme ça. Hélène pressa doucement son bras. Laisse-moi passer un coup de fil. Il y a peut-être un autre moyen. Alors qu'Hélène s'éloignait pour appeler son frère, elle jeta un dernier regard à Tommy, à demi endormi sur la table d'examen, exténué par la peur, la douleur et le poids de sa propre vérité. Sous l'éclairage blafard des néons de l'ER, son petit corps paraissait si vulnérable. Le système devait le protéger. Mais Hélène savait par expérience que ce système avait parfois besoin d'un coup de pouce et que ce soutien pouvait venir de ceux qui écoutaient les confidences à mi-voix, de mères prêtes à braver leur peur, et de personnes décidées à tout faire pour assurer la sécurité d'un enfant. Dans la salle d'attente, Richard affichait maintenant un sourire, la main du détective posée sur son épaule. Hélène se détourna de cette image, la détermination renforcée. La nuit était loin d'être terminée et la véritable bataille pour la sécurité de Tommy ne faisait que commencer. Hélène Winters termina son appel et glissa son téléphone dans la poche de sa blouse. Son frère Mike avait été clair, documenter tout, suivre chaque étape de la procédure, surtout, conserver une chaîne de responsabilité continue pour Tommy. Si Richard avait des relations dans la police, leur seule défense serait la rigueur procédurale la plus stricte. Quand elle retourna au box 3, une tension palpable régnait désormais dans le service des urgences. Dans la salle d'attente, Richard poursuivait sa conversation à voix basse avec le détective Harmon, tandis que les travailleurs sociaux et le docteur Cooper semblaient en pleine impasse avec eux. Des agents de sécurité de l'hôpital s'étaient positionnés de façon stratégique, sans agressivité manifeste mais assez visible pour faire passer un message. Infirmière Winters, l'appela Vivian Moore, la travailleuse sociale senior. « Pourrions-nous vous parler ?» Hélène s'approcha du groupe, tâchant de conserver son calme professionnel malgré le nœud qui lui comprimait l'estomac. De près, le détective Harmon semblait incarner l'autorité même, cheveux poivre et cils coupés courts, épaules carrées sous sa veste de sport, un signe accroché à la ceinture. Son expression était neutre, mais son regard dégageait une froideur qui mit Hélène en alerte. Le détective Harmon craint que nous ne réagissions de façon excessive à un simple accident, expliqua Vivian d'un ton laissant entendre son désaccord. Il suggère que l'enfant pourrait être confié à M. Blackwood ce soir, le temps que l'enquête se poursuive. Richard se tenait légèrement en retrait, arborant l'expression d'un homme simplement préoccupé. « Je veux juste ramener ma famille à la maison », dit-il d'une voix calculée pour paraître raisonnablement agacé. Tommy a déjà assez souffert de ce traumatisme. Hélène croisa le regard de Vivian, échange muet entre deux professionnels qui avaient déjà vu ce scénario. L'homme influe, l'allié au gradé, le système qui flanche parfois face à leur statut. Les preuves médicales ne soutiennent pas la version de M. Blackwood, déclara fermement Hélène. La fracture du poignet de Tommy remonte à plusieurs jours, pas à quelques heures. Il a des brûlures de cigarettes sur les bras et des marques de ceinture dans le dos. Brûlures de cigarettes présumées, rectifia le détective Harmon. Les enfants ramassent toutes sortes de marques qu'on peut mal interpréter. Quant à l'ancienneté de la blessure, n'est-il pas possible que la mère ait simplement mal retenu la date ? Le stress peut affecter la mémoire. Tommy lui-même a révélé les abus, répliqua Hélène. Et sa mère les confirme. Un éclair d'agacement traversa le visage soigneusement neutre de Richard. Ma femme traverse une période très difficile. Elle fait de l'anxiété et n'est plus vraiment elle-même. Quant à Tommy, un enfant peut être influencé par des questions suggestives. Personne ne l'a influencé, intervint Vivian, dont l'expérience transparaissait dans sa voix. Notre évaluation préliminaire indique un risque considérable s'il retourne chez M. Blackwood. Le détective Harmon, comme s'il s'adressait à des enfants butés, répondit « Je comprends bien que chacun fasse son travail, mais il ne faut pas transformer un différend familial en affaire criminelle avant d'avoir tous les faits. Richard est un membre respectable de la communauté, pas un criminel. » Avec tout le respect que je vous dois, détective, dit le docteur Cooper, le statut social ne met personne à l'abri de commettre des sévices sur un enfant. Les preuves médicales sont sans équivoque, en tant que médecin, je considère qu'autoriser le retour de cet enfant chez M. Blackwood constituerait une négligence de notre part. Une tension électrique emplissait l'air tandis que les deux hommes se défiaient du regard. Avant que le détective Harmon ne réponde, les portes des urgences s'ouvrirent encore, laissant entrer deux policiers en uniforme. Ils s'arrêtèrent à l'accueil,
puis se dirigèrent vers le groupe. Agent Adams et Rodriguez se présenta l'officière, inclinant la tête vers le détective Harmon. Nous avons été dépêchés pour un signalement de maltraitance sur enfant. Hélène éprouva un immense soulagement. C'étaient des policiers de terrain, pas des enquêteurs du service de Harmon. Le système n'était pas entièrement défaillant. Le détective Harmon s'avança, je m'en occupe. C'est un simple malentendu qui est en train de se régler. L'agent Rodriguez fronça légèrement les sourcils. Le Standard nous a dit que les services de protection de l'enfance avaient demandé la présence de la police pour un placement en protection immédiate. Et nous le demandons toujours, confirma Vivian en montrant ses papiers. Nous avons lancé une procédure de protection d'urgence sur la base des preuves médicales et du témoignage de l'enfant quant à des violences physiques continues. Un tic agita la mâchoire du détective Harmon. C'est mon secteur, agent. Je vais superviser cette affaire. Avec tout le respect que nous vous devons, détective, répondit l'agent Adams, si les services de protection de l'enfance ont décrété une protection d'urgence, notre procédure nous impose de garantir la sécurité de l'enfant avant toute autre chose, puis de collaborer avec la brigade des mineurs. Derrière lui, le masque de calme de Richard commençait à se fissurer. Il s'approcha du détective Harmon, lui glissant quelques mots à l'oreille. Le détective acquiesça, puis s'adressa encore une fois aux agents. Très bien, suivez la procédure, mais je garderai un œil sur ce dossier en personne. Il se tourna vers Richard, ne t'en fais pas, on va arranger ça. Alors que la dynamique basculait en faveur de la protection de l'enfant, Hélène en profita pour regagner le box 3, où Jessica était toujours au chevet de Tommy, sa main caressant doucement les cheveux du garçon qui somnolait, épuisé. Mia restait aussi présente, rôle protecteur face à la tempête qui grondait au dehors. Que se passe-t-il ? Demanda Jessica, la voix tendue par l'angoisse. C'est bien l'ami de Richard, le détective. Oui, confirma Hélène sans chercher à minimiser la situation. Mais 2 officiers de patrouille viennent d'arriver, et les travailleurs sociaux ne cèdent pas. Ils enclenchent la procédure de protection d'urgence. Un soulagement perça sur le visage de Jessica, mais ne dura pas. Ce ne sera pas suffisant. Richard trouve toujours un moyen. Ce détective va l'aider à tout renverser, trouver une faille. Pas cette fois, voulut la rassurer Hélène, bien qu'elle-même ne soit pas si sûre. Les preuves médicales sont solides, et le témoignage de Tommy peut être contesté, coupa Jessica. Richard dira que je l'ai manipulé, que je suis instable, que je monte Tommy contre lui. Il l'a déjà fait auparavant, quand j'ai essayé d'alerter mon médecin. Il a convaincu tout le monde que j'avais des hallucinations. La détresse de Jessica était à la fois palpable et compréhensible. Hélène savait que, même si toutes les procédures étaient suivies, il existait encore un risque que le système plie sous la pression de quelqu'un d'influent. Jessica, dit Hélène à voix basse, mon frère est avocat spécialisé en violence familiale. Il dit que l'étape la plus cruciale, c'est de maintenir la chaîne de responsabilité pour Tommy. Ne quittez pas l'hôpital sans une protection formelle. Jessica hocha la tête, puis se figea en entendant les éclats de voix dans la salle d'attente. À travers l'entrebâillement du rideau, ils aperçurent Richard, plus agité, gesticulant en parlant aux officiers et au détective Harmon. Il perd le contrôle, murmura Jessica avec un tremblement. C'est là qu'il est le plus dangereux. Ces paroles se confirmèrent aussitôt. Richard se dégagea soudain du groupe et avança d'un pas décidé vers le box 3, le visage rouge de colère. Les agents de patrouille tentèrent de l'intercepter, mais le détective Harmon s'interposa, créant assez de confusion pour permettre à Richard d'approcher. « Je veux parler à ma femme », clama Richard d'une voix forte. « C'est mon droit légal. » Hélène s'interposa à l'entrée du box, Jessica s'étant déjà levée derrière elle, tandis que Mia se rapprochait de Tommy, qui venait de se réveiller en sursaut, affolé. « Monsieur Blackwood, » dit Hélène fermement, « vous êtes dans une zone de soins. Je vais devoir vous demander de reculer. » Richard s'arrêta à quelques centimètres d'elle, la dominant de sa taille, avec l'odeur de sa coûteuse eau de toilette qui ne parvenait pas à masquer la sueur et la rage. « Vous vous mêlez de ma famille, » déclara-t-il, la voix basse et menaçante. « Vous n'avez aucune idée de ce que vous venez de déclencher. » Richard, appela Jessica depuis l'intérieur du box, la voix plus assurée que ce qu'Hélène aurait cru possible. « Arrête. C'est fini. » Quelque chose de sinistre traversa alors le visage de Richard, une rage brute qui le défigura en quelques secondes. Hélène vit enfin l'homme qu'il était réellement derrière le vernis, un monstre. « Rien n'est fini tant que je n'ai pas décidé que ça l'était, » gronda-t-il. L'agent Rodriguez apparut à ses côtés. « Monsieur,
je vous demande de retourner immédiatement dans la salle d'attente. Richard l'ignora, ses yeux fixés sur Jessica. Tu crois qu'ils peuvent te protéger? Tu crois que tu peux m'arracher ma famille? Ce n'est pas fini, Jessica. Pas du tout. Un frisson parcourut Hélène face à la menace claire dans sa voix. Elle jeta un regard à Tommy, recroquevillé contre la table d'examen, le visage blême de terreur. Richard Blackwood, intervint l'agent Adams, plus ferme encore. Vous devez quitter cette zone immédiatement. Le temps sembla se figer. Richard resta un instant immobile, le corps tendu. Puis il parut se maîtriser soudain, récupérant son masque de politesse, même s'il était désormais fissuré. Bien sûr, officier, dit-il, redevenant l'homme d'affaires calme et sûr de lui. Je suis seulement inquiet pour ma famille. Tout ça est un malentendu. Les agents le reconduisirent vers la salle d'attente. Hélène expira lentement, réalisant qu'il venait d'éviter une explosion. Jessica se laissa retomber sur sa chaise, tremblante. « Tu vois, » murmura-t-elle, « c'est lui, vraiment lui. C'est avec ça qu'on vit. » Tommy ne disait rien, mais il suivait des yeux la silhouette de Richard, la peur se mêlant à un léger espoir, peut-être celui, naissant, que le cauchemar finirait un jour. Le docteur Cooper apparut, l'air grave. Les officiers vont garder un œil sur M. Blackwood, le temps que les services sociaux terminent leur évaluation. Vivian voudrait vous parler, Jessica. Tandis que le médecin accompagnait Jessica et Mia dans une salle de consultation privée pour rencontrer les travailleurs sociaux, Hélène resta avec Tommy. Le technicien de radiologie venait d'arriver pour documenter les blessures du garçon, chaque cliché renforçant le dossier contre Richard. « Maman va bien ?» demanda Tommy pendant qu'Hélène lui positionnait le poignet pour la radio. « Oui » répondit-elle. « Elle discute avec des personnes qui vont vous aider, elle et toi, à être en sécurité. » Tommy acquiesça, semblant assimiler l'information. « Richard est très en colère, » dit-il simplement. « Tu n'as pas à t'en faire pour ça, » dit Hélène, même si elle-même ne pouvait s'empêcher d'être inquiète. Le comportement de Richard devenait de plus en plus erratique, signe dangereux chez un agresseur voyant son contrôle lui échapper. Une fois les radios terminées, Hélène ramena Tommy au box 3. Le service des urgences s'était un peu calmé avec la nuit avancée, ce répit habituel avant le flot du petit matin. À travers les vitres donnant sur la salle d'attente, elle aperçut Richard, assis entre les deux agents, tandis que le détective Harmon téléphonait. « Tu veux boire quelque chose, Tommy ?» proposa Hélène. « On a du jus de pomme ou du soda au gingembre. »« Du jus de pomme, s'il vous plaît » répondit-il avec un léger sourire. Hélène se dirigeait vers l'office quand un mouvement brusque dans la salle d'attente attira son attention. Richard venait de recevoir un appel, et la nouvelle, quelle qu'elle fût, sembla déclencher une autre crise. Il se leva d'un bond, parlant avec véhémence, le détective Harmon tentant de le calmer. L'agent Rodriguez se posta entre Richard et les portes menant au box, main prête à dégainer. L'agent Adams annonçait quelque chose dans sa radio, sans doute pour demander du renfort. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Tommy, la voix teintée d'angoisse. Avant qu'Hélène ne réponde, Richard effectua un geste soudain, pas vers le box 3, mais vers la sortie de secours des urgences. L'agent Adams se jeta sur lui pour l'intercepter, mais Richard feinta à gauche, puis à droite, échappant à sa poigne. En quelques secondes, il avait disparu par la porte de secours, déclenchant l'alarme. Immédiatement, l'ensemble du service des urgences bascula en mode gestion de crise. Les agents de patrouille partirent à sa poursuite, radio en main. Le détective Harmon s'élança derrière eux, plus lentement, le visage indéchiffrable. Les agents de sécurité de l'hôpital se déployèrent pour verrouiller les autres issues. La première pensée d'Hélène alla vers Tommy. « Reste bien ici », lui ordonna-t-elle en tirant le rideau pour le cacher complètement. « Je vais voir comment va ta mère. » Elle se précipita vers la salle de consultation où Jessica se trouvait avec les travailleurs sociaux. L'alarme les avait déjà alertés. Jessica était debout, le visage blême. « Richard est sorti » expliqua Hélène. « Les policiers sont à sa poursuite. Je dois retourner auprès de Tommy, mais je voulais vous prévenir. »« Mon Dieu » murmura Jessica, « il est parti chercher quelque chose chez nous. Une âme ?» Vivian Moore, la travailleuse sociale, avança, « Il faut vous emmener, Tommy et vous, dans un endroit sûr, immédiatement. Il y a une pièce sécurisée à l'hôpital, n'est-ce pas ?» Le docteur Cooper, qui les avait rejoints, acquiesça. « Oui, dans l'aile pédiatrique. Accès contrôlé, pas de fenêtre. »« Je reste avec eux » proposa Hélène, portée par son instinct protecteur. Il s'apprêtait à transférer Jessica et Tommy quand l'agent Rodriguez revint en respirant fort.
On l'a perdu, dit-elle d'un ton grave. Il avait une voiture qui l'attendait dans la zone des ambulances. Quelqu'un a dû l'aider. On a des patrouilles à sa recherche, mais... Il s'est enfui, acheva Jessica, le regard vidé. La policière hocha la tête, pour l'instant. Nous avons diffusé un avis de recherche, et le détective Harmon coordonne les recherches avec d'autres unités. Elle marqua une pause. Madame, y a-t-il un endroit où votre mari se rendrait, un lieu sûr pour lui? Jessica laissa échapper un rire amer. Richard possède des biens partout en ville, des locations, des placements, des endroits que je ne connais même pas. C'est comme ça qu'il fonctionne, toujours un plan de secours. Il faut partir maintenant, insista Vivian. Chaque minute qui passe augmente le risque. Le docteur Cooper leur ouvrit la voie vers le box 3. Tommy était exactement là où Hélène l'avait laissé, le visage anxieux. Nous allons aller dans une autre pièce, Tommy, expliqua Hélène avec douceur. Quelque part de plus calme, où toi et ta maman pourrez vous reposer un peu. Tommy hocha la tête et descendit de la table d'examen. En voyant Jessica, il se précipita dans ses bras, le visage enfoui contre elle. Elle s'agenouilla pour le serrer contre son cœur, oubliant un instant sa propre peur. « Ça va aller, mon chéri », murmura-t-elle, « ça va aller ». Alors qu'il s'apprêtait à passer dans le couloir qui menait à l'aile pédiatrique, l'agent Rodriguez prit la tête de la marche. Des vigiles supplémentaires étaient appelés en renfort pour sécuriser le périmètre. Tout semblait suivre les procédures à la lettre, alarme, renfort, protocole de sécurité. Pourtant, Hélène sentait un froid dans son estomac. Richard était parti, furieux, désespéré, et disposait de soutien. Il n'avait parcouru que quelques mètres quand les portes automatiques des urgences s'ouvrirent une nouvelle fois. Richard Blackwood était là, la veste froissée, le visage tordu par la fureur. Dans sa main, partiellement cachée, brillait le métal d'une arme à feu. Le temps sembla ralentir. L'agent Rodriguez porta la main à son arme, se plaçant entre Richard et le groupe. Les employés de l'hôpital s'immobilisèrent, pétrifiés par la vision d'un revolver. « Jessica », appela Richard d'une voix sinistrement calme, « prenez Tommy et venez ici. Maintenant. » Jessica serra son fils contre elle, terrifiée. « Détective Harmon », cria une voix alors que le policier entrait dans l'hôpital à la suite de Richard. « Posez votre arme, ça ne mènera à rien de bon. » Mais Richard ne tourna pas la tête, ne sembla pas remarquer son ami. Son regard n'était fixé que sur Jessica et Tommy, comme si le reste du monde n'existait plus. « 3 secondes, Jessica, » dit-il en levant légèrement l'arme. « Ou je commence à tirer, et je ne commencerai pas par toi. » L'agent Rodriguez braqua à son tour son arme, posture impeccable malgré le chaos. La salle d'attente était pleine de personnel et de patients, la prudence rendait toute intervention extrêmement risquée. « Monsieur Blackwood », l'interpella-t-elle, la voix ferme, « baissez votre arme et levez les mains. » Pour la première fois, Richard sembla la remarquer. Un sourire glacial apparut sur son visage. « Vous ne tirerez pas, » dit-il, sûr de lui, « trop de témoins innocents, trop de risques. Alors voilà ce qui va se passer. Ma femme et mon beau-fils vont venir jusqu'à moi, et nous allons partir d'ici. Quiconque tente de nous en empêcher le regrettera. » L'affrontement dura quelques secondes qui semblèrent des heures. Hélène chercha désespérément une solution. Comment protéger Jessica et Tommy? Comment s'en sortir sans qu'il y ait de blessés? Et c'est alors qu'elle le vit, un chariot de fourniture, juste derrière Richard. Dessus, plusieurs bouteilles d'oxygène comprimé, hautement pressurisées, très dangereuses si elles étaient perforées ou enflammées. L'idée qui lui vint était folle, mais peut-être leur seule chance. Hélène capta le regard du docteur Cooper, puis lui désigna discrètement les bouteilles d'oxygène. Il comprit instantanément. Richard, l'interpella le docteur Cooper en s'avançant légèrement, attirant son attention. « Parlons-en. Vous êtes un homme rationnel, il y a d'autres moyens de résoudre ça. » Focalisé sur le médecin, Richard ne vit pas Hélène se glisser vers le chariot d'urgence. Dessus, il y avait un défibrillateur, un appareil standard pour réanimer un cœur, mais qui, dans les circonstances, pourrait servir à autre chose. Richard répondit au docteur Cooper, toujours concentré sur lui. « Il n'y a rien à discuter. Ma famille vient avec moi. » Le moment était venu. Hélène saisit les palettes du défibrillateur, régla l'appareil sur sa puissance maximale, dans un geste brusque, les frappa contre la surface métallique la plus proche, provoquant une gerbe d'étincelles dirigée vers les bouteilles d'oxygène. « À terre !» cria-t-elle. L'explosion ne fut pas immense, car l'oxygène en lui-même ne brûle pas, mais il alimente la combustion.
Cependant, la bouteille céda sous la pression, produisant un bang assourdissant et un souffle suffisamment fort pour déséquilibrer Richard. L'arme dans sa main vacilla. L'agent Rodriguez bondit, plaquant Richard au sol, aussitôt rejointe par le détective Harmon et les agents de sécurité. Le revolver glissa sur le sol, s'immobilisant près du mur. Dans la confusion qui s'ensuivit, Hélène n'eut qu'une préoccupation, protéger Tommy et Jessica. Elle les entraîna vers la pièce sécurisée, dans l'aile pédiatrique, loin de Richard qu'on maîtrisait enfin. Derrière eux, on entendait des cris, des ordres. Richard beuglait de rage, menaçant tout le monde, réclamant son avocat. Le système était désormais enclenché. Des policiers supplémentaires arrivaient, l'hôpital activait son protocole pour personnes armées, et le dossier judiciaire pour violence sur mineurs recevrait un coup de fouet supplémentaire suite à cette agression au sein même de l'hôpital. Dans la pièce sécurisée, Tommy s'accrochait à sa mère, son petit corps secoué de tremblements. Jessica, elle, était presque tétanisée, la respiration saccadée. « Il est parti ?» demanda faiblement Tommy. « Vraiment parti ?» Hélène, tentant de reprendre son souffle, hocha la tête. « Oui, Tommy. La police s'en occupe. Il ne peut plus te faire de mal. » Jessica leva les yeux vers Hélène, les émotions se bousculant sur son visage, reconnaissance, incrédulité, et l'ombre d'un espoir renaissant. « Vous avez risqué votre vie, » souffla-t-elle, « pour nous, des étrangers ?» Hélène secoua la tête. « Vous n'êtes plus des étrangers maintenant. » Au lever du jour, Hélène était toujours là, veillant à ce que tout soit en ordre. À l'extérieur de la pièce, le système suivait son cours. Richard était placé en détention, des chefs d'accusation graves pesaient contre lui, des ordonnances de protection étaient enclenchées. La machine judiciaire, enfin lancée, avait sa propre dynamique. Mais à l'intérieur de cette chambre sécurisée se jouait quelque chose de plus essentiel. Un petit garçon qui avait trouvé la force de révéler son supplice découvrait que des adultes pouvaient être dignes de confiance. Une mère, jusque-là prisonnière de la peur, commençait à entrevoir la possibilité d'une vie sans terreur, et une infirmière, qui avait suivi son instinct et bravé le danger, assistait à ses premiers instants de répit et de guérison. La nuit avait été longue, marquée par la peur et la violence. Pourtant, alors que les premières lueurs de l'aube pénétraient par les fenêtres de l'aile pédiatrique, elles éclairaient ces trois personnes liées par les circonstances et le courage. Des survivants d'une tempête qui, enfin, semblait s'éloigner. La chambre de l'aile pédiatrique n'avait plus grand-chose à voir avec le box où Tommy avait murmuré pour la première fois la vérité. De joyeux dessins d'animaux de la forêt ornaient les murs et la lumière matinale qui filtrait à travers les stores baignait la pièce d'une douce chaleur. Tommy dormait dans un lit d'hôpital, bien trop grand pour son petit corps. Son poignet blessé avait été correctement soigné et plâtré dans la nuit, le plâtre étant de couleur bleue, son choix parmi les différentes options. Jessica somnolait dans le fauteuil inclinable à ses côtés, le buste tourné vers son fils dans un geste protecteur, même dans le sommeil. Hélène s'arrêta au seuil, hésitant à troubler leur repos. Officiellement, son service était terminé depuis longtemps, mais elle était restée toute la nuit pour veiller à leur sécurité. Les images de l'altercation violente, Richard brandissant une arme, la confusion de l'explosion se bousculaient encore dans sa tête. Finalement, il avait été arrêté pour plusieurs chefs d'accusation graves, sans possibilité de libération immédiate. Tommy et Jessica étaient en sécurité, au moins pour le moment. Jessica se réveilla, se redressant en ébouriffant ses cheveux. « Quelle heure est-il » demanda-t-elle d'une voix rauque de fatigue. « 9 heures passées » répondit Hélène en entrant. « Comment va-t-il » Toutes deux observèrent Tommy, profondément endormi. Les traits crispés d'angoisse qu'il arborait depuis si longtemps semblaient légèrement apaisés, bien qu'il ait encore l'air trop petit et fragile pour ce qu'il avait traversé. Le sédatif qu'ils lui ont administré fait encore effet, expliqua Jessica, la voix à peine audible. Le médecin dit qu'il avait besoin de repos après. Elle s'interrompit, les événements de la nuit étant encore trop brutaux pour être mis en mots. Hélène hocha la tête, comprenant. Je voulais vérifier que vous alliez tous bien avant de rentrer chez moi. Le docteur Cooper passera plus tard ce matin, et Mia des services sociaux reviendra vers midi pour discuter des prochaines étapes. Prochaine étape ? Jessica répéta ces mots, lourds d'incertitude. Je ne sais même pas ce que c'est. Où nous irons, ce que nous ferons ? Richard contrôle tout. Nos comptes bancaires, la maison, même ma voiture est à son nom. C'est ce dont Mia vous aidera, assura Hélène en prenant place dans le fauteuil en face de Jessica. Il existe des ressources, aide juridique, hébergement d'urgence, assistance financière. Les yeux de Jessica se remplirent de larmes.
Je n'aurais jamais pensé en arriver là, être victime de violences domestiques dans un hôpital, n'ayant pour tout bagage que les vêtements que je porte. Elle s'essuya les yeux. Avant Richard, j'étais enseignante, vous savez, j'avais mon propre appartement, ma propre vie. Puis il est arrivé, si charmant, si soucieux que Tommy est une figure paternelle. Avant que je ne réalise qui il était vraiment, tu n'as pas besoin d'expliquer, donna doucement Hélène. Les agresseurs sont des maîtres de l'isolement et du contrôle. Ils ne commencent pas par la violence. Ils commencent par les soins, par résoudre les problèmes, par se rendre indispensables. Jessica la regarda, surprise. On dirait que tu comprends. Mon frère est avocat spécialisé en violences domestiques, expliqua Hélène. Et j'ai vu suffisamment de cas passer par les urgences pour reconnaître les schémas. Elle hésita, puis ajouta. Ma mère était dans une relation abusive après le décès de mon père. J'avais 16 ans quand nous avons finalement quitté cette situation. Comment as-tu fait pour recommencer? Un jour à la fois? Honnêtement, répondit Hélène. Ce n'était pas facile, mais finalement, nous avons reconstruit une nouvelle vie. Une vie où nous ne marchions plus sur des œufs, où chaque décision n'était pas évaluée à l'aune du risque de violence. Elle se pencha légèrement en avant. C'est possible, Jessica. Différent, plus difficile à certains égards, mais possible. Tommy se remua dans le lit, marmonnant quelque chose dans son sommeil. Les deux femmes se tournèrent vers lui, leur conversation suspendue jusqu'à ce qu'il se calme de nouveau. Et maintenant, que se passe-t-il? Demanda doucement Jessica. Avec Richard? Je veux dire, va-t-il vraiment rester en prison? La détective Foster, qui a repris l'affaire de la détective Harmon, dit que les chefs d'accusation sont lourds: agression avec arme mortelle, tentative d'enlèvement, maltraitance d'enfants, violence domestique, et avec les images de sécurité aux urgences le montrant avec l'arme. Hélène secoua la tête. Il est peu probable qu'il obtienne une libération sous caution, du moins dans l'immédiat. Un soulagement se lit sur le visage de Jessica, rapidement suivi d'appréhension. Mais il y aura finalement un procès, et Tommy et moi devrons témoigner. Cela reste encore loin, la rassura Hélène. Et il existe des protections pour les victimes, notamment les enfants. Tommy pourra peut-être témoigner via une télévision en circuit fermé. À cet instant, un léger coup à la porte les interrompit. Vivian Moore, l'assistante sociale du CPS, se tenait dans l'encadrement de la porte, son visage pratique et carré trahissant une fatigue similaire à celle d'Hélène. « J'espère ne pas vous déranger, dit-elle. Je voulais vous informer avant la réunion officielle de plus tard aujourd'hui. » Jessica se redressa aussitôt, alerte. « Quelque chose ne va pas? » « Non, rien de tel, » assura Vivian en entrant dans la pièce et refermant doucement la porte derrière elle. En fait, il y a eu quelques évolutions positives. La détective Foster a exécuté un mandat de perquisition chez vous ce matin. Ils ont trouvé des preuves substantielles corroborant les déclarations de Tommy, des photos documentant des blessures antérieures, un journal que Richard tenait détaillant les mesures disciplinaires, et surtout, un système de caméras cachées qui enregistrait le sous-sol où Tommy était confiné. La main de Jessica se porta à sa bouche. Il enregistrait tout? Exactement. Acquiesça Vivian d'un hochement de tête grave. Il semble qu'il tenait des registres détaillés et des images de surveillance, peut-être pour vous contrôler tous les deux par la peur ou simplement par besoin de domination. Quoi qu'il en soit, cela constitue une preuve accablante. Ainsi, Tommy n'aura pas à témoigner? J'espère. S'illumina brièvement Jessica, son visage épuisé mêlant espoir et appréhension. Mais il est trop tôt pour en être certain. Mit en garde Vivian. Cependant, ces preuves renforcent considérablement l'affaire. Le procureur décidera de la suite des procédures au fur et à mesure. Hélène observa Jessica absorber cette information, ce jeu complexe d'émotions: soulagement, horreur face à l'intrusion, colère face à la documentation méthodique de leur souffrance. Il y a autre chose? Continua Vivian, adoucissant le ton. La perquisition a également mis au jour des documents financiers, des comptes à votre nom dont vous n'étiez peut-être pas informé. Il semblerait que Richard déplaçait des actifs, peut-être en préparation de... Elle hésita. Pourquoi? Jessica l'encouragea d'un signe de tête. Les documents suggèrent qu'il prévoyait de quitter le pays avec Tommy, déclara Vivian avec précaution. Il y avait des demandes de passeport, une correspondance avec une école privée en Suisse et des virements vers un compte là-bas. Le visage de Jessica perdit toute couleur. Il allait m'arracher Tommy. Il semble bien en être ainsi, confirma Vivian. Mais il n'a pas réussi. Et maintenant,
Ces preuves renforcent la nécessité d'une garde protectrice et éliminent tout doute quant au danger qu'ils représentent. La conversation se poursuivit, abordant des préoccupations pratiques immédiates, l'accès aux fonds pour Jessica, les options d'hébergement temporaire, les mesures de sécurité. Hélène resta présente, offrant son soutien autant qu'elle le pouvait, bien qu'elle fût de plus en plus consciente de sa propre fatigue qui la rattrapait. « Je devrais vous laisser vous reposer », dit-elle finalement en se levant de son siège. « Je reviendrai plus tard, si cela vous va. » Jessica saisit sa main, l'agrippant avec une force surprenante. « Merci, ce n'est pas suffisant pour exprimer ma gratitude. » dit-elle, ses yeux bleus, si semblables à ceux de Tommy, brillant de larmes. « Tu nous as sauvés, Hélène, non seulement en arrêtant Richard la nuit dernière, mais en écoutant Tommy dès le départ, en le croyant alors que tant d'autres ne l'avaient pas fait. » Touchée par la sincérité de cette gratitude, Hélène serra en retour la main de Jessica. « Prenez soin de vous. Je reviendrai vérifier plus tard. » En quittant le service de pédiatrie, le poids total des événements de la nuit retomba sur les épaules d'Hélène. La confrontation avec Richard, le pari désespéré avec la bonbonne d'oxygène, les heures d'incertitude qui suivirent. Tout s'abattit sur elle comme une vague de réactions différées. Lorsque, dans le parking du personnel, elle rejoignit sa voiture, ses mains tremblaient. Elle resta assise derrière le volant plusieurs minutes, respirant profondément, se permettant de traiter ce qui venait de se passer. En 15 ans comme infirmière aux urgences, elle avait fait face à bien des situations dangereuses, mais jamais une où la menace avait été aussi délibérée, aussi concentrée sur un enfant sous sa garde. L'image de Richard, debout dans l'encadrement de la porte du service des urgences, arme en main, la hantrait longtemps. Le trajet de retour se fit dans un flou d'épuisement. Le petit bungalow d'Hélène, à la périphérie de Boston, l'accueillit avec le confort familier, le pas grinçant du seuil de la véranda, l'enchevêtrement des chrysanthèmes d'automne qu'elle avait voulu arranger, le tintement léger du collier de son chat alors que Jasper la saluait à la porte. « Et, mon copain » murmura-t-elle en se penchant pour caresser sa fourrure orange. Quelle nuit! Après avoir nourri Jasper et pris une longue douche chaude, Hélène s'effondra dans son lit, tirant les couvertures contre le froid d'octobre qui avait envahi la maison pendant la nuit. Le sommeil vint rapidement, mais il n'était pas réparateur. Ses rêves, peuplés de fragments des événements de la nuit, déformés et amplifiés par son subconscient, la réveillèrent en fin d'après-midi au son de la sonnerie de son téléphone. Encore engourdie et désorientée, elle le chercha sur la table de nuit. « Allô, Hélène ?» C'est Mia Patel. « Désolée de te réveiller. » Aussitôt, Hélène se redressa, alerte. « Tout va bien? Tommy et Jessica sont-ils en sécurité? » « Oui, » assura rapidement Mia. Mais il y a eu un développement. L'avocat de Richard Blackwood a déjà déposé une requête contestant l'ordonnance de garde protectrice. Ils prétendent que Jessica est mentalement instable et qu'elle a entraîné Tommy à formuler de fausses accusations. Le ventre d'Hélène se serra. Mais les preuves de la maison, les enregistrements, le journal sont aussi contestés. Ils prétendent que tout a été sorti de son contexte, que la discipline était raisonnable et que le confinement était une méthode de mise en retrait, non de maltraitance. C'est absurde, s'exclama Hélène, la colère perçant sa fatigue. Tommy a des brûlures de cigarettes sur les bras. Les radiographies montrent plusieurs fractures guéries, compatibles avec des abus répétés. Je sais, répondit Mia, sa frustration évidente. Mais l'avocat de Richard est bien connecté et agressif. Il pousse pour une audience d'urgence demain matin. Hélène balaya la pièce du regard, déjà en train de calculer combien de temps il lui faudrait pour revenir à l'hôpital. Que puis-je faire? Ta documentation médicale est cruciale. Expliqua Mia. Les notes détaillées que tu as prises, les photographies, elles figurent parmi nos preuves les plus solides. La détective Foster souhaiterait prendre ta déclaration officielle ce soir, si possible. Bien sûr, acquiesça immédiatement Hélène. Je peux être de retour à l'hôpital dans 1 heure. Merci, dit Mia. Et Hélène, Jessica te demande. Elle tient le coup de manière remarquable malgré tout. Mais je pense que ta présence serait rassurante pour elle et pour Tommy. La pensée de cette petite famille, confrontée à un nouveau défi, à une nouvelle lutte contre un système qui privilégie trop souvent les puissants, renforça la détermination d'Hélène. Je serai là, promit-elle. Fidèle à sa parole, Hélène arriva à l'hôpital 1 heure plus tard. Ayant troqué sa tenue habituelle d'infirmière contre un jean et un pull, puisqu'elle n'était pas de service, elle repéra facilement la chambre de Tommy, désormais gardée par un agent en uniforme, précaution à la fois rassurante et rappelant nettement le danger persistant. À l'intérieur, la scène avait quelque peu changé. Tommy était réveillé,
assis dans son lit, une assiette de nourriture d'hôpital en grande partie intacte devant lui, tandis que Jessica était assise à côté, parlant doucement avec la détective Foster, une femme d'allure compétente dans la quarantaine, aux cheveux foncés coupés courts et aux yeux attentifs. Mia se tenait près de la fenêtre, examinant des documents sur une tablette. Tommy aperçut Hélène en premier, son visage s'illuminant d'un sourire qui changea ses traits. « Infirmière Winters !» s'exclama-t-il, plus animé qu'elle ne l'avait jamais vue. Jessica et les autres se tournèrent vers lui. Un soulagement traversa le visage de Jessica. « Et là, merci d'être revenu. »« Bien sûr, » répondit Hélène en se déplaçant au chevet de Tommy. « Comment va ton poignet, Tommy ?» Il leva fièrement le plâtre bleu. « Ça ne fait plus vraiment mal et tout le monde peut le signer. » Le plâtre portait déjà plusieurs signatures, de médecins, d'infirmières, et une particulièrement élaborée qui semblait être celle de Mia. « Puis-je » demanda Hélène en sortant un stylo de son sac, et Tommy hocha la tête avec empressement. Elle signa son nom, ajoutant un petit cœur à côté, qui vint s'ajouter à la collection. « Infirmière Winters. »« Détective Foster. » dit-elle en tendant la main. « Je suis la détective Eliza Foster. Merci d'être venue. Votre intervention la nuit dernière fut remarquable. » Hélène serra la main de la détective. « Je n'ai fait que ce qui était nécessaire pour protéger mon patient. Néanmoins, votre rapidité d'esprit a sans doute évité une tragédie. » commenta la détective en désignant la porte. « Si vous avez le temps maintenant, j'aimerais prendre votre déclaration officielle concernant à la fois l'examen initial et les événements de la nuit dernière. » « Bien sûr, » acquiesça Hélène. Elle se tourna vers Tommy. « Je reviens dans un petit moment. »« D'accord. » Tommy hocha la tête, puis demanda avec hésitation. « Est-ce que Richard est toujours en prison ?» La simple question portait le poids de la peur la plus profonde d'un enfant. Hélène le regarda droit dans les yeux, sachant que l'honnêteté, délivrée avec douceur, était ce dont il avait besoin. « Oui, Tommy, il y est. Et beaucoup de gens travaillent très dur pour s'assurer qu'il y reste et qu'il ne puisse plus te faire de mal à toi ni à ta mère. » Tommy absorba cela, hocha de nouveau la tête, laissant une partie de la tension quitter ses petites épaules. « D'accord. » Hélène suivit la détective Foster jusqu'à une petite salle de conférence aménagée pour recueillir les déclarations. Pendant les 2 heures suivantes, elle fournit un compte rendu détaillé de ses interactions avec Tommy et Richard, depuis leur arrivée aux urgences jusqu'à la confrontation chaotique de la nuit précédente. La détective enregistra sa déclaration, lui posant parfois des questions pour clarifier certains points, mais lui laissant majoritairement la parole. « Vos notes sur l'examen initial sont extraordinairement détaillées, » commenta la détective en examinant la documentation d'Hélène. Les divergences entre le mécanisme de blessure rapporté et la présentation clinique y sont clairement indiquées. « J'ai déjà géré des cas de suspicion de maltraitance, » expliqua Hélène. « Je sais combien une documentation minutieuse est importante dans les procédures judiciaires. Dans cette affaire, cela pourrait faire la différence entre que Richard Blackwood soit tenu responsable ou qu'il s'en tire. » La détective reprit, grave. Son avocat travaille déjà à discréditer l'affaire en prétendant que l'évaluation médicale était biaisée, que vous avez amené Tommy à formuler de fausses déclarations. La colère monta en Hélène. « C'est absurde. Les blessures physiques de Tommy racontent leur histoire à elles seules. La fracture du poignet date de plusieurs jours, pas d'heures, comme le prétend Richard. Les brûlures de cigarettes présentent différents stades de cicatrisation, indiquant des blessures répétées délibérées. La disposition des ecchymoses sur son dos est compatible avec des traces de ceinture, et non avec une chute. Je suis d'accord ? Assura la détective Foster. Et les preuves recueillies dans la maison soutiennent fortement votre évaluation. Mais Richard Blackwood est riche, bien connecté et désespéré. Son avocat essaie déjà de faire taire les preuves de la perquisition en invoquant des violations de procédure. Qu'en est-il des enregistrements ? Demanda Hélène. Vivien a mentionné qu'il avait gardé des vidéos de Tommy dans le sous-sol. Un nombre passa sur le visage de la détective. Ils sont, pour le moins, troublants, mais également accablants. Si ces preuves étaient admises, il serait très difficile pour Blackwood de clamer son innocence. Leur conversation fut interrompue par un léger coup. Mia ouvrit la porte, l'expression pressée. « Désolé de vous interrompre, mais nous avons une situation. » dit-elle. La mère de Richard Blackwood est arrivée à l'hôpital, réclamant de voir Tommy. Elle prétend avoir des droits de grand-mère et a amené son propre avocat. La détective Foster se leva immédiatement. « Où sont-ils maintenant ? » L'administration de l'hôpital les retient dans une salle de conférence.
expliqua Mia. Mais ils sont très insistants. Madame Blackwood affirme que Jessica est mentalement instable et que, en tant que belle-grand-mère de Tommy, elle devrait se voir accorder la garde provisoire. Hélène sentit un frisson. Une autre attaque, murmura-t-elle. Si Richard n'obtient pas un accès direct, il passera par sa famille. Exactement, conclut la détective Foster d'un ton sombre. Il s'agit d'une stratégie juridique coordonnée. Où se trouvent Jessica et Tommy? Ils sont toujours dans la pièce avec l'agent, répondit Mia. Jessica est assez bouleversée. Apparemment, Madame Blackwood tente de la joindre depuis ce matin, proférant menaces et exigences. Je dois parler avec le conseiller juridique de l'hôpital, déclara la détective Foster en rassemblant ses notes. Nous devons nous assurer que l'ordonnance de protection s'étend aux membres de la famille susceptibles d'agir en tant que mandataire de Richard. Alors que la détective et Mia partaient pour traiter ce nouveau défi, Hélène regagna la chambre de Tommy. Elle y trouva Jessica, qui faisait les 100 pas avec anxiété, tandis que Tommy observait, les yeux grands et inquiets. « Jessica » dit-elle en entrant. « La mère de Richard est ici. Elle menace d'emmener Tommy, disant « Je suis une mère inapte. Elle m'a toujours détesté, toujours du côté de Richard. Quoi qu'il ait fait, elle ne prendra pas Tommy. » Hélène la rassura fermement. L'ordonnance de protection est en vigueur et la détective Foster est en discussion avec le conseiller juridique de l'hôpital en ce moment. « Tu ne comprends pas » insista Jessica, la voix serrée par la peur. Vivian Blackwood est presque aussi dangereuse que son fils. C'est elle qui lui a appris à manipuler les gens, à maintenir cette image publique irréprochable tout en étant un monstre en privé. Tommy avait recroquevillé ses genoux contre sa poitrine, son petit visage crispé d'une nouvelle anxiété. Hélène se pencha à son chevet, parlant doucement mais avec conviction. « Tommy, je t'ai promis que tu serais en sécurité ici, et je le pensais vraiment. Personne ne t'enlèvera à ta maman. Ni Richard, ni sa mère, ni personne. » Tommy scruta son visage, cherchant un signe d'incertitude. N'en trouvant aucun, il se détendit légèrement, bien que ses yeux demeurassent empreints d'une fatigue qu'aucun enfant de 7 ans ne devrait avoir. « On peut aller ailleurs » demanda-t-il d'une voix faible. « Je ne veux pas la voir » répondit-il. La question brisa le cœur d'Hélène, mais elle comprit sa peur. « Laisse-moi voir ce qui se passe » promit-elle. « Je reviens tout de suite. » Dans le couloir, elle trouva Mia revenant de la conférence, accompagnée de la détective Foster et d'administrateurs de l'hôpital. « Quelle est la situation » demanda immédiatement Hélène. Le conseiller juridique de l'hôpital affirme que l'ordonnance de protection couvre toutes les visites. Expliqua Mia. Madame Blackwood n'a aucun droit légal de voir Tommy sans le consentement de Jessica, qui évidemment ne sera pas donné. Ajouta-t-elle. La détective Foster lui explique la situation à l'instant. Comment prend-elle cela? Demanda Hélène. Pas très bien. Elle menace de poursuite, prétendant que Jessica a empoisonné Tommy contre toute la famille Blackwood. Elle hésita, choisissant soigneusement ses mots. C'est révélateur de la manière dont Richard a appris ses tactiques. Tommy demande s'ils peuvent aller ailleurs. Dit Hélène. Il a peur de la voir. Et franchement, je ne le lui reproche pas. Ajouta Mia d'un ton réfléchi. Nous étions déjà en discussion pour un transfert vers un lieu plus sécurisé. Cela pourrait accélérer le processus. Jetant un coup d'œil à sa montre, Mia ajouta. Laissez-moi parler davantage avec Vivian. Le CPS dispose de refuges spécialement destinés à des situations comme celle-ci, où un agresseur à haut risque possède des ressources et des connexions susceptibles de compromettre les refuges standards. Pendant que Mia passait ses coups de fil, Hélène retourna dans la chambre de Tommy pour informer Jessica. Les heures suivantes se déroulèrent dans une succession minutieusement orchestrée. Les papiers de sortie de l'hôpital furent préparés, des arrangements furent conclus avec un refuge spécialisé dans la violence domestique, et les mesures de sécurité furent renforcées. Le soir venu, des plans furent établis pour transférer discrètement Tommy et Jessica dans un refuge situé en périphérie de la ville. Alors qu'ils se préparaient à partir, la détective Foster arriva avec une nouvelle. Richard Blackwood a été officiellement inculpé de plusieurs crimes graves. Annonça-t-elle. Le procureur exige qu'il reste détenu sans possibilité de libération sous caution, invoquant le risque de fuite et les preuves de ses projets de quitter le pays. Un soulagement se lisit sur le visage de Jessica. Alors, il restera en prison pendant le procès? Demanda-t-elle, jetant un regard inquiet à Tommy, qui était distrait par un spécialiste en animation pour enfants pendant que les adultes discutaient. Pas pour l'audience préliminaire, assura la détective Foster.
Votre sécurité est la priorité pour l'instant. Nous vous tiendrons informés de l'évolution de la procédure. À l'approche du transfert, Hélène éprouvait une réticence à dire au revoir. En l'espace de 24 heures, Tommy et Jessica étaient passés d'inconnus à des personnes auxquelles elle tenait profondément. Leur parcours était loin d'être terminé. Les batailles juridiques se profilaient, la guérison prendrait du temps, et la reconstruction de leur vie nécessiterait ressources et soutien. Mais la première étape cruciale avait été franchie. Tommy avait révélé sa vérité, cette fois, quelqu'un l'avait écouté. « Est-ce qu'on te reverra ?» demanda Tommy alors que l'équipe de transport arrivait, ses yeux bleus solennels sur son visage pâle. Hélène s'agenouilla à sa hauteur. « J'aimerais beaucoup, Tommy. Et ta maman a mon numéro maintenant. Tu peux m'appeler quand tu veux. » Tommy hocha la tête, puis, à sa grande surprise, s'avança pour enrouler son bras valide autour d'elle en signe d'étreinte. « Merci de m'avoir cru, » chuchota-t-il. Hélène rendit l'étreinte avec douceur, prenant soin de son poignet blessé. « Toujours, Tommy. Toujours. » Alors qu'elle les regardait partir, escortée par la sécurité et le personnel des services sociaux, Hélène ressentit à la fois l'espoir et l'appréhension. Le système fonctionnait pour eux désormais, des professionnels investis, des ressources allouées, des mesures de protection en place. Mais elle savait par expérience que les systèmes pouvaient échouer, que le chemin vers la justice et la guérison était rarement droit ou simple. « Ils vont s'en sortir », dit Mia en la rejoignant alors que les portes de l'ascenseur se fermaient sur Tommy et Jessica. Le refuge est excellent, sécurisé, accueillant, avec des services adaptés au traumatisme pour eux deux. Et quand les médias se saisiront de cette histoire, ajouta Hélène, consciente qu'une affaire impliquant un conseiller financier de renom comme Richard Blackwood ne resterait pas dans l'ombre bien longtemps. Quand son avocat commencera à fabriquer des récits sur la santé mentale de Jessica ou que Tommy sera présenté comme manipulé, conclut Mia, tout en reconnaissant les défis à venir. Nous riposterons avec la vérité, avec des preuves, avec les systèmes conçus pour les protéger. Et avec des personnes comme toi, qui remarquent les signes et ont le courage d'agir. Alors qu'Hélène rassemblait ses affaires pour quitter l'hôpital, l'épuisement se remit sur elle. La crise était passée, du moins pour l'instant, mais l'impact des dernières 24 heures allait perdurer. Elle connaissait, grâce au travail de son frère, le déroulement habituel de telles affaires, les batailles juridiques, les tentatives de discréditer les victimes, le long chemin vers la guérison et la justice. Mais elle savait aussi autre chose. Parfois, le simple fait de croire un enfant pouvait tout changer. Que des vérités murmurées, lorsqu'elles sont entendues et respectées, pouvaient briser des cycles d'abus qui semblaient incassables. Que, malgré tous leurs défauts, les systèmes pouvaient parfois fonctionner comme prévu, quand les bonnes personnes intervenaient au bon moment. Alors qu'elle s'engouffrait dans sa voiture avant de prendre la route du retour, dans la fraîche soirée d'octobre, Hélène pensa aux yeux bleus de Tommy, à la peur qui avait cédé la place à un fragile espoir, à la petite main qui avait cherché la sienne en signe de confiance. Quelles que soient les épreuves à venir pour lui et Jessica, ce moment de connexion, où un être humain voit vraiment la douleur d'un autre et y répond avec sollicitude, resterait le socle sur lequel la guérison pourrait se bâtir. Et, dans le calme de sa voiture, avant de démarrer, Hélène s'accorda un instant de gratitude pour le privilège d'être ce socle, pour la responsabilité sacrée d'être témoin de la vérité d'un enfant, et pour le rappel profond que, parfois, la chose la plus importante que l'on puisse faire est simplement d'écouter. 6 mois plus tard, le soleil d'avril inondait les fenêtres du petit bungalow d'Hélène, réchauffant le salon où Tommy Mills était assis en tailleur sur le sol, concentré sur le puzzle qu'il assemblait. À 7 ans et demi, il portait encore les ombres de ses expériences dans ses yeux bleus vigilants. Mais ses yeux étincelaient désormais de vie et d'espièglerie, révélant par moments l'enfant insouciant qui se cachait sous les couches de traumatisme. « J'ai trouvé une autre pièce de bord », annonça-t-il triomphalement, l'ajustant habilement avec ses doigts agiles. Le plâtre à son poignet avait été retiré depuis des mois, ne laissant qu'une toute légère cicatrice comme preuve physique de cette fatidique nuit d'octobre. « Bon travail », félicita Hélène, apportant un plateau de limonade et de biscuits depuis la cuisine. Ces visites dominicales avec Tommy et Jessica étaient devenues un rituel au fil des mois, une constante dans leur vie alors qu'ils naviguaient dans les eaux tumultueuses de la guérison, des procédures juridiques et de la reconstruction. Jessica leva les yeux du tas de papier qu'elle examinait à la table à manger. À 34 ans, elle avait subi une transformation à la fois subtile et profonde. La femme aux yeux creux hantés des urgences avait cédé la place à quelqu'un qui se tenait plus droite, parlait avec plus d'assurance et souriait plus spontanément. Ses cheveux blonds, autrefois ternes sous le stress, tombaient désormais en vagues saines autour d'un visage qui avait retrouvé sa couleur.
J'ai presque terminé ces formulaires, dit-elle, signant la dernière page d'un geste théâtral. Marie pense que tout devrait être finalisé d'ici la fin du mois. Mary Lawson, l'avocate de Jessica au Centre d'aide juridique pour violences domestiques, était devenue un autre pilier dans leur système de soutien. Grâce à ses efforts inlassables, le divorce de Richard se poursuivait malgré ses tentatives de retarder et d'entraver la procédure. L'ordonnance de protection avait été prolongée indéfiniment, et surtout, Jessica avait obtenu la garde complète de Tommy, sans droit de visite pour Richard. Alors, c'est vraiment en train de se faire ? Demanda Hélène en posant le plateau sur la table basse. Le Vermont le mois prochain, répondit Jessica, un mélange d'excitation et d'appréhension traversant ses traits. Diane dit que le poste d'enseignante est pour moi, si je le veux. La première année de primaire commence avec la rentrée en septembre. Elle jeta un coup d'œil à Tommy, baissant un peu la voix. Et la thérapeute là-bas est hautement recommandée. Elle est spécialisée dans les traumatismes infantiles. Hélène sourit, sincèrement heureuse pour eux, mais déjà envahie par l'amertume de leur départ imminent. Ils étaient devenus des figures importantes dans sa vie. Leurs visites hebdomadaires, le lent constat de leur guérison, la joie discrète de voir Tommy sortir de sa carapace, un petit moment à la fois. Le Vermont est magnifique, dit-elle en rejoignant Tommy sur le sol. Et tu seras près de ta tante, n'est-ce pas? T'inquiète? Tommy acquiesça en attrapant un biscuit. Elle a des chevaux. Ce fait, mentionné à chaque visite, figurait clairement en haut de la liste des atouts de leur nouvelle maison. Et elle a cette chambre d'amis avec le télescope, ajouta Jessica en les rejoignant dans le salon. Tu te souviens comment on voyait les montagnes par la fenêtre lors de notre visite de Noël? Tommy hocha la tête avec enthousiasme. Maman dit, peut-être que je pourrai suivre des cours d'astronomie à l'école l'année prochaine, si je le veux. Ce petit, si je le veux, représentait un progrès énorme. Sous le joug de Richard, Tommy n'avait jamais eu le droit de faire des choix. Désormais, la prise de décision était devenue une compétence soigneusement cultivée dans sa guérison. Tu serais génial en astronomie? Dit Hélène. Tu as un si bon sens du détail. Elle désigna le puzzle qui prenait forme sous sa méthode méthodique. Tout en savourant leur limonade et leurs biscuits, la conversation oscilla aisément entre sujets sérieux et moments plus légers. Tommy décrivit avec fierté sa dernière séance d'art-thérapie, expliquant comment il avait créé une carte des sentiments des lieux sûrs et dangereux, tandis que Jessica partageait des nouvelles des procédures juridiques. Le procès de Richard était fixé pour juin, bien qu'un accord de plaidoyer semblait de plus en plus probable au vu des preuves accablantes contre lui. Sa mère avait enfin cessé de tenter de la contacter, mentionna Jessica d'une voix chargée d'un poids allégé. La lettre d'injonction de Marie semble avoir fait effet. Vivian Blackwood avait été presque aussi persistante que son fils, tentant à plusieurs reprises de contourner l'ordonnance de protection par des intermédiaires et des manœuvres juridiques. Comme Richard, elle avait sous-estimé les ressources désormais déployées pour protéger Tommy et Jessica, un réseau coordonné d'avocats, de professionnels des services sociaux et des forces de l'ordre. Comment va Tommy avec tout ça? Demanda doucement Hélène alors qu'il s'éclipsait pour aller aux toilettes. L'expression de Jessica s'adoucit, bien que toujours marquée par une fatigue visible. Globalement, il va mieux. Les cauchemars se font moins fréquents, peut-être une fois par semaine au lieu de chaque nuit. Il reste anxieux dans les espaces confinés, et les bruits forts peuvent encore le déclencher. Elle soupira. Sa thérapeute dit que le chemin est long, mais qu'il progresse remarquablement. Les enfants sont résilients, surtout lorsqu'ils se sentent en sécurité. Et toi? Demanda Hélène, remarquant les ombres sous les yeux de Jessica malgré son air amélioré. Un jour à la fois. Admit Jessica. Les procédures de divorce sont épuisantes, même si Marie gère la majeure partie. Richard tente toujours d'invoquer une instabilité mentale de ma part, se posant en victime. Elle secoua la tête. Mais les preuves sont trop accablantes. Même ces avocats aux honoraires exorbitants ne peuvent expliquer ces enregistrements. Les vidéos récupérées de la maison Blackwood ont été dévastatrices pour la défense de Richard. Le journal détaillant ses méthodes disciplinaires fut tout aussi accablant, révélant une approche froidement calculée pour briser l'esprit d'un enfant. Tommy revint des toilettes et reprit place près de son puzzle, fredonnant doucement, un nouveau comportement indiquant son confort et sa sécurité croissant. « J'ai presque oublié, » dit Jessica en fouillant dans son sac. « Tommy a quelque chose pour toi. » Tommy leva les yeux, son expression s'illuminant. « Mon projet. » Il se leva précipitamment et tendit à Hélène une grande enveloppe, avec un mélange de fierté et de timidité. « Je l'ai fait en art-thérapie. C'est pour toi. »
Hélène accepta l'enveloppe, émue par ce geste. À l'intérieur se trouvait une carte soigneusement confectionnée, décorée de dessins colorés et de formes découpées. Sur le devant, écrit d'une main sincère de 7 ans, on pouvait lire « Merci de m'avoir écouté ». À l'intérieur, Tommy avait écrit un court message. « Chère infirmière Winters, merci de m'avoir cru quand j'avais peur. Tu es mon héroïne. Avec amour, Tommy ». Sous le message, se trouvait un dessin représentant 2 figures, un petit garçon avec un plâtre bleu et une femme en tenue d'infirmière, se tenant la main devant ce qui semblait être un hôpital. Une émotion monta dans la gorge d'Hélène lorsqu'elle examina cette création pleine de sincérité. « Tommy, c'est magnifique. Merci beaucoup », dit-elle, rayonnante devant sa réaction. « Mademoiselle Gabrielle. » dit Tommy. « C'est ce que m'a dit mon art-thérapeute. Faire des cartes de remerciement est une belle manière de montrer aux gens qu'ils comptent pour nous. Tu comptes beaucoup pour moi aussi ?» répondit Hélène en posant délicatement la carte sur son manteau, où elle serait exposée fièrement. L'après-midi se poursuivit par une promenade dans un parc voisin, où Tommy mit à l'épreuve sa confiance naissante sur les équipements de jeu. Hélène et Jessica s'assirent sur un banc, observant alors qu'il apprenait à naviguer dans la dynamique sociale en jouant avec les autres enfants, une compétence qu'il récupérait petit à petit après des années d'isolement. « Je n'arrive pas à croire jusqu'où il est arrivé », chuchota Jessica en observant Tommy rejoindre prudemment un jeu de tag. Il y a 6 mois, il ne parlait presque pas d'une voix audible. Regarde-le maintenant. Les enfants guérissent quand on leur donne l'espace et le soutien pour le faire. Répondit Hélène en reprenant les mots que son frère disait souvent à propos de ses jeunes patients. Et tu lui as donné les 2 ? Ajouta Jessica en secouant légèrement la tête. Nous n'aurions pas eu cette chance sans toi, Hélène. Si tu n'avais pas remarqué les incohérences cette nuit-là, si tu n'avais pas créé l'occasion de parler à Tommy seul. Elle s'interrompit, l'alternative étant trop douloureuse à exprimer. Tu as changé nos vies cette nuit-là. Non seulement en arrêtant Richard quand il est revenu avec son arme, mais en voyant ce que les autres avaient manqué, en croyant le murmure d'un petit garçon alors que tout le monde acceptait l'histoire qu'on leur racontait. Hélène sentit une chaleur familière se répandre en elle. Sa poitrine, pas de fierté exactement, mais de la gratitude d'avoir été au bon endroit, au bon moment, avec la bonne formation et les bons instincts pour faire une différence. C'est pourquoi je suis devenue infirmière, dit-elle simplement. Pour aider les gens quand ils sont les plus vulnérables. Ils observèrent Tommy encore un moment, son rire se répandant dans la cour de récréation alors qu'il se sentait de plus en plus à l'aise avec le jeu. Ce son était précieux, rappelant la résilience de l'enfance et le pouvoir guérisseur de la sécurité. Nous resterons en contact depuis le Vermont, promit Jessica alors qu'ils rassemblaient leurs affaires pour retourner chez Hélène. Les visites le week-end pourraient être plus difficiles, mais nous pourrions faire des appels FaceTime régulièrement. Et peut-être pourras-tu nous rendre visite un de ces jours. La maison d'hôte de Diane offre beaucoup d'espace. Ça me plairait, dit Hélène sincèrement. Beaucoup. Alors qu'il reprenait le chemin du quartier, l'énergie de Tommy semblait inépuisable. Il sautillait en avant, s'arrêtant pour examiner des pierres intéressantes ou cueillir des pissenlits qui avaient percé le sol printanier. Sa curiosité, longtemps réprimée par la peur, se manifestait désormais sous la forme d'un flot constant d'observations et de questions. « Regardez, un rouge-gorge » lança-t-il en pointant du doigt un oiseau qui tirait un ver de terre sur la pelouse d'un voisin. « Saviez-vous qu'ils peuvent entendre les vers se déplacer sous terre ? C'est comme ça qu'ils les trouvent. » Jessica et Hélène échangèrent des sourires devant son enthousiasme. Un autre signe de sa guérison, cette capacité à trouver de l'émerveillement dans les choses ordinaires. De retour chez Hélène, la lumière de l'après-midi avait commencé à s'adoucir, signalant que leur visite touchait bientôt à sa fin. Tommy retourna à son puzzle, déterminé à le terminer avant leur départ. Jessica rassembla leurs affaires, organisant les différents papiers et ressources qu'elle avait accumulés lors de leur réunion mensuelle avec l'équipe de soutien contre la violence domestique. L'avocate dit que nous devrions nous préparer à ce que Richard poursuive ses contestations juridiques, même après la finalisation du divorce. Elle mentionna le tri des documents dans des dossiers. Apparemment, il dit aux gens qu'il n'arrêtera jamais de se battre pour sa famille. Hélène ressentit un frisson à ces mots, reconnaissant la menace à peine voilée sous l'apparence d'une déclaration bénigne. Marie a des contacts dans le Vermont, des personnes de confiance qui peuvent aider à faire respecter l'ordonnance de protection au-delà des frontières de l'État. Jessica hocha la tête. Elle s'est déjà coordonnée avec un groupe de plaidoyer là-bas. L'administration de l'école a été informée et la police locale a sa photo. Toutes les mesures de protection que nous pouvons mettre en place, nous les avons.
Elle soupira. Un éclair de l'ancienne peur traversa ses traits. Mais parfois, je me réveille encore la nuit, sûr qu'il nous a trouvés, confia-t-elle. C'est normal, la rassura Hélène. Le traumatisme ne disparaît pas du jour au lendemain. Mais tu fais tout bien. Protéger Tommy. Te faire aider. Construire une nouvelle vie. Le téléphone de Jessica retentit avec un message texte. C'est notre voiture, dit-elle en regardant l'écran. Le covoiturage du groupe de soutien. Tommy leva les yeux de son puzzle presque terminé. Mais je n'ai pas encore fini, protesta-t-il, la déception se lisant dans sa voix. Tiens, je te propose quelque chose. Pourquoi ne le termines-tu pas ici, et je l'encadrerai pour toi? Il pourra t'attendre dans ta nouvelle chambre dans le Vermont quand tu déménageras. Le visage de Tommy s'illumina à cette suggestion. Vraiment, tu ferais ça? Bien sûr, promit Hélène. C'est un puzzle magnifique. Il mérite d'être exposé. Satisfait de ce plan, Tommy transféra soigneusement le puzzle inachevé sur un support en carton fourni par Hélène, s'assurant qu'aucune pièce ne se perde. Alors que Jessica l'aidait à enfiler sa veste, il se tourna vers Hélène avec une solennité inattendue. « Puis-je te poser une question ?» dit-il, sa voix devenant presque un murmure, rappelant cette première nuit. « Bien sûr, Tommy. N'importe quoi. Est-ce que tu iras bien quand nous déménagerons ?» Cette question révélait une profondeur d'empathie que beaucoup d'adultes n'avaient jamais atteinte, tant il était attentif aux sentiments d'autrui, même au milieu de ses propres transitions importantes. Touchée par sa prévenance, Hélène s'agenouilla pour se mettre à la hauteur de ses yeux, une position qui était devenue naturelle dans leurs interactions. « Vous allez tous les deux énormément me manquer, dit-elle honnêtement. Mais savoir que vous êtes en sécurité et heureux dans le Vermont me rendra heureuse aussi, et nous resterons en contact, comme ta mère l'a dit. » Tommy réfléchit à cela, puis hocha la tête, apparemment satisfait. « Et tu viendras visiter les chevaux. Je ne manquerai ça pour rien au monde, » promit Hélène alors qu'il se préparait à partir. Soudain, Tommy s'avança et serra Hélène dans ses bras dans une étreinte vigoureuse. « Merci, » murmura-t-il à son oreille, faisant écho au message de sa carte. Pour avoir écouté. Cette simple phrase en disait long, de la gratitude pour ce moment crucial aux urgences, pour le soutien continu, pour avoir été une présence stable durant la période la plus turbulente de sa jeune vie. Hélène rendit l'étreinte, prenant soin de ne pas trop serrer, respectant les limites qui faisaient partie intégrante de la guérison de Tommy. « Toujours », murmura-t-elle en retour, « toujours ». Les yeux de Jessica s'emplirent d'émotion alors qu'elle regardait cet échange, ses propres sentiments sur le point de se manifester. Lorsque Tommy recula, elle s'avança pour embrasser Hélène également. « Je ne sais pas comment te remercier suffisamment, » dit-elle doucement. « Vis ta meilleure vie, » répondit Hélène simplement. « Vous deux, c'est tout ce dont j'ai besoin. » Depuis la fenêtre, Hélène observa leur marche vers la voiture qui les attendait. Tommy bavardait avec animation au sujet de quelque chose qui faisait rire Jessica. Le soleil de l'après-midi se reflétait dans leurs cheveux blonds assortis, créant des halos momentanés autour de leur tête. Ils ressemblaient, en cet instant, à une mère et à un fils ordinaire rentrant chez eux après une visite agréable. Pas des survivants d'années de cruauté calculée. Ni des témoins dans une affaire criminelle en cours. Juste deux personnes avançant ensemble vers un avenir porteur de véritables promesses. Le regard d'Hélène se posa sur la carte de Tommy, désormais exposée en évidence sur le manteau de sa cheminée. Merci d'avoir écouté. Un acte si simple, l'écoute, et pourtant un acte qui avait changé irrémédiablement la trajectoire de 3 vies. En 15 ans en tant qu'infirmière aux urgences, Hélène avait appris que parfois, l'intervention médicale la plus importante n'était pas une procédure ou un médicament, mais la volonté d'entendre ce qui n'était pas dit, de remarquer ce qui échappait aux autres, de créer un espace pour que la vérité puisse émerger. Alors que la voiture transportant Tommy et Jessica disparaissait au coin de la rue, Hélène ne ressentit pas de tristesse, mais un profond sentiment de justesse. Leur chemin vers la guérison se poursuivrait dans le Vermont, avec de nouveaux défis et triomphes dont elle serait témoin à distance. Sa propre vie continuerait ici à Boston, où d'autres patients auraient besoin de sa formation, de sa compassion, de sa capacité à écouter. Cette nuit-là, alors qu'elle se préparait pour son prochain service à Merci Générale, Hélène repensa au service des urgences où tout avait commencé. La salle d'examen stérile où un petit garçon avait trouvé le courage de murmurer sa vérité. Le couloir aux lumières fluorescentes où un homme désespéré avait fait sa dernière tentative de reprendre le contrôle. La chambre de pédiatrie tranquille où la guérison avait pris son premier chemin hésitant.
Les hôpitaux étaient, par nature, des espaces transitoires, des lieux où les gens traversaient une crise, ne restant que rarement assez longtemps pour observer l'arc complet de la guérison. Pourtant, parfois, si l'on était chanceux, on pouvait apercevoir des fragments des vies que l'on avait touchées se dérouler au-delà de ces murs institutionnels. Tommy et Jessica étaient un tel aperçu pour Hélène, un rappel que, même dans les systèmes les plus défaillants, des actions individuelles pouvaient créer des opportunités de transformation. Alors qu'elle épinglait son badge à sa tenue d'infirmière et vérifiait son équipement une dernière fois, Hélène ressentit un renouveau de détermination. Cette nuit, il y aurait d'autres patients, d'autres défis, d'autres occasions de remarquer ce que d'autres pourraient manquer. Et quelque part dans le Vermont, un petit garçon aux yeux bleus envoûtants et sa mère résiliente préparaient leurs bagages pour un nouveau départ. Vivant, guéri et libre, parce que quelqu'un avait pris le temps d'écouter une vérité murmurée. Pour Hélène Winters, infirmière expérimentée qui avait vu l'humanité à son état le plus vulnérable et le plus cruel, cette connaissance suffisait. Bien plus que suffisant. C'est vous.